c'est le fond de l'affaire, c'est la poésie du fond de l'affaire. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes et qu'en fait, quand on se retrouve dans la pratique, souvent, la méthode, la théorie, il n'y a pas de ligne directe et on est en galère et on se retrouve tout seul avec notre galère. Et ce que moi, j'avais essayé de vous dire, c'est qu'on peut réfléchir tout simplement et que vous pouvez créer des connaissances par vous-même, pour vous-même, dans la pratique. Et c'était tout le cheminement, c'était ça. Parce qu'il n'y a pas, selon moi, et je pense que c'est en partie vrai, de cadre 100% valable partout, pour tout le monde, dans tous les contextes, et qui serait universellement vrai, et qui serait toujours vrai. Parce que pareil, tout change tout le temps. Donc, et d'ailleurs, je vous avais dit, et ça j'aime bien le rappeler aussi, que les deux plus grands agronomes français qui ont existé, le premier dans les années 50 et le deuxième dans les années 70, Albert Desmoulins le premier, et le deuxième qui s'appelait Stéphane Hénin, les deux, ils avaient dit, le premier avait dit, ah, ce qui compte, c'est pas la somme quand on fait de l'enseignement agronomique, il parlait à ses collègues, il disait, ce qui compte, c'est pas tous les infos que vous allez filer, ce qui compte, c'est de sélectionner les candidats par la sagacité dont ils peuvent faire preuve. Ce qui compte, c'est l'intuition et tout ça. Et après, les connaissances sont secondaires. Donc déjà, alors que lui, c'était le savant, doctorant et tout ça. C'était le taulier de la science agronomique à l'époque. Et puis ensuite, Stéphane Hénin, pareil, qui a fait les cours de physique du sol, c'est hyper pointu, hyper scientifique, qui a fini sa vie en faisant une thèse où il expliquait qu'en fait, de la théorie à la pratique, il n'y a pas de chemin direct. Et donc, il disait qu'un agronome, c'était forcément un parieur, parce que comme il n'y a pas de lien direct entre la théorie et la pratique, quand il allait voir un agriculteur et qu'il proposait une solution, il fallait qu'il sache que ça relève du pari et que ça peut ne pas marcher ou peut marcher. Vous voyez? Donc, si les deux grands de la science disait ça, nous on peut aussi le dire et puis se rassurer avec ça. Voilà. Ensuite j'avais aussi dit que le fond de l'affaire, l'important c'est que vous êtes libre et dans la pratique, la seule chose qui compte c'est votre liberté d'agir. Donc il faut que vous ayez le courage d'agir et de faire ce que vous voulez et même de suivre des méthodes si vous avez envie. Ça veut dire que maintenant vous avez vu, il faut cultiver sans méthode, on s'en fout. Si vous avez envie de suivre une méthode, vous êtes libre de le faire. Et d'ailleurs, je vous souhaite qu'elle marche chez vous, parce qu'il y a des méthodes qui peuvent marcher, parce que le hasard a fait que ça matche avec vous, votre lieu et tout ça. Donc n'hésitez pas à faire. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que on est libre d'agir et d'interagir, et qu'en plus, on avait dit, ce qui existe, c'est l'existence, c'est la pratique. Donc du coup, on n'a pas besoin de trouver des justifications à notre pratique, puisque le fait qu'on pratique, c'est la justification de son existence. Donc tout ce qui compte, c'est d'incarner sa pratique personnellement. Ça, je le dis. Salut. Ça, je le dis parce que aujourd'hui, comme on mélange les genres, des fois, on veut plus souvent protéger, par exemple, la nature qu'on est en train de cultiver. Et c'est pas que c'est mal, mais c'est juste que des fois, il y a des contradictions qui sont inhérentes à la pratique, à ce qu'on essaye de faire. Pour le dire vulgairement, on fait de notre mieux pour maman nature et puis elle nous en colle une par derrière comme ça, discrètement. Elle nous envoie un petit rongeur ou un petit truc. Et des fois, en fait, si on est un peu sensible, ça peut nous faire beaucoup de mal. Et j'ai rencontré des collègues qui ont fait les meilleures pratiques pour la biodiversité. Et ça a causé des pertes de rendement, des pertes colossales, parce que la nature n'est pas tout le temps gentille avec nous non plus, même si elle est quand même belle. Et donc, voilà, faut se méfier de ça. D'ailleurs, je viens de prononcer un mot, nature. Ah, nature. Ça existe ou ça n'existe pas, la nature? Hein? C'est un concept abstrait, hein? Oui, oui. C'est un concept très abstrait, et qu'on l'écrive avec un N majuscule ou un N minuscule, on ne sait jamais trop ce qui se cache derrière vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que même au XVIIe siècle, quelqu'un comme Spinoza, un philosophe, peu importe ce qu'il a écrit, mais il avait été obligé de créer deux concepts encore plus abstraits pour parler de la nature. Il disait nature naturée et nature naturante. Pourquoi il devait dire ça? Parce que nature naturante, c'est ce qui se passe, c'est le grand saint-soin de la vie, c'est la plante qui pousse, c'est le caillou qui roule, voilà, c'est la nature en train de se faire, nature naturante. Et nature naturée, c'est la manière que l'être humain il a de la pointer du doigt et de l'appeler. Et il était obligé d'aller chercher ces trucs nature naturée, nature naturante. On est dans le costaud là. Il avait été obligé de faire ça parce qu'il se rendait bien compte que nature, en tant que telle, ça voulait rien dire. Donc dire qu'un arbre, par exemple, est naturel, ça veut rien dire, ou en tout cas, ça peut vouloir dire tellement de choses que, dans notre cas, le concept nature, il n'a pas trop d'intérêt. Et d'ailleurs,
comme il n'y a pas de nature en soi, on remarque que si on regarde un peu ailleurs, il y a plein de définitions de la nature qui existent. Par exemple, pour certaines populations animistes, ça va être l'antre des génies, etc. Pour les bourgeois du 19e siècle, ça va être un paysage à contempler. Et ce qui est marrant là-dedans, je vous le dis parce que ça m'avait halluciné quand je l'avais découvert, quand on a commencé à peindre les paysages et à prendre des photos, le Mont Blanc, par exemple, c'était vécu comme le pire endroit où habiter, et on considérait que les gens qui habitaient au Mont Blanc, ils étaient maudits et ils méritaient d'habiter dans cet endroit absolument immonde. Puis ils sont arrivés les peintres et les photographes qui étaient émerveillés devant ça et qui ont regardé le pays d'une autre façon et ils ont transformé le pays en paysage et ce sont devenus des lieux de délectation, etc. Mais il a fallu une condition économique et sociale bien particulière pour s'extraire d'un environnement dur et le transformer en beau paysage. Et d'ailleurs, quand on lit Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, il se balade et il dit « Ah, je n'ai jamais autant joui de moi-même qu'en contemplant la nature. » Oui, mais il faut être Rousseau pour ça, parce qu'à l'époque, les paysans en guenilles et tout ça, ils n'avaient pas que ça à faire de jouir d'eux-mêmes dans la contemplation de la nature. Donc vous voyez, ça c'est pareil, il y a tout un cheminement, la nature, paf, elle existe d'une certaine façon pour les bourgeois, elle existe d'une autre façon pour ceux qui la vivent, elle existe d'une autre façon pour les Amérindiens, enfin voilà, tout ça est très différent. Et en plus, aujourd'hui, comme beaucoup de gens sont en quête de sens, alors là, maintenant, ça devient une entité presque divine, Gaïa, la Pachamama, tout ce que vous voulez. Non pas que ça, ce soit pas bien, mais ça reste des concepts, et il faut bien avoir en tête que la nature, en soi, elle n'existe pas, elle n'existe que dans la façon dont nous, on a d'interagir avec elle. Et pour finir là-dessus, aujourd'hui, il y a même le plus grand anthropologue français qui s'appelle Philippe Descola, qui a créé une chaire, donc au Collège de France, donc une discipline, qui s'appelle l'anthropologie de la nature. Anthropologie, c'est la science qui étudie les hommes, normalement. Et donc là, c'est la science qui étudie les hommes de la nature. Parce que justement, il étudie les différentes manières de percevoir et de concevoir la nature dans toutes les populations qui existent dans le monde. C'est hyper complexe, c'est très très intéressant. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, tout ça, ça veut dire que la nature, ça n'existe pas. Et donc là, vous allez me dire, ouais, mais il saoule lui. Avant, il disait, les meubles, ça n'existe pas. Les insectes, ça n'existe pas. L'agriculture, ça n'existe pas. La nature, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui existe alors? L'existence, voilà. Mais ça nous suffit à nous autres praticiens. Ce qui existe, c'est l'existence. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Parce que les idées, ça reste et ce sera toujours des idées. Et ça, il faut toujours l'avoir en compte. Et comment est-ce qu'on fait quotidiennement pour faire le pont entre nos idées et notre existence? Parce qu'il n'y a pas de lien direct. Vous voyez bien, par exemple, notre idée fondamentale à nous, c'est qu'on est libre et égaux en droit. Est-ce que vous pensez que tout le monde dans sa chair le perçoit comme ça et le vit comme ça intérieurement? Non. Comment ils font pour exister? Ils se débrouillent. Et j'avais demandé à un professeur d'anthropologie un jour qui me racontait comment les animistes en Asie du Sud-Est, ils concevaient la nature et c'était hyper riche, il y avait des génies, nanani, nanana, ils se liaient à travers des incantations magiques. Et je disais, ouais, mais ils passent 8 mois à désherber quand même, vous nous avez dit. Donc comment ils font? Et puis ils butent les cerfs, les sangliers, donc comment ils font si ces plantes sont des petits génies pour les désherber? Et là, il m'avait dit, ils font comme nous avec leurs idées, et ils se démerdent, quoi. Vous voyez? J'ai dit, c'est bien, belle leçon d'anthropologie. Et donc les idées, elles sont nécessairement partielles et partiales comparées au fouillis de l'existence qui est beaucoup plus complexe. Et donc nous, quand on est praticien, on est dans l'existence et on essaye de se démerder comme on veut avec nos idées, c'est bien d'en avoir, mais des fois, ça colle pas. Et donc, qu'est-ce qui existe? On a dit, c'est l'existence. Et là, j'aimerais juste finir encore sur ça, après on va passer à la pratique. Si la nature, elle n'existe pas, mais que nous, on veut quand même la réfléchir, parce qu'on aime bien, on a envie de ce concept. Si on regarde, par exemple, l'émerveillement d'un enfant en hiver, devant son jardin qui est enneigé, tous les gens, il est enneigé, bon, de moins en moins, certes, mais c'est toujours le même émerveillement, ou même nous, quand on regarde une aube colorée, on est toujours saisi, on prend notre portable, on prend en photo, le même endroit, la même aube, mais c'est jamais la même chose. Et même si on sort et qu'on regarde les arbres, on voit qu'un même arbre, il n'est jamais exactement pareil. Et moi, je trouve que ce qu'on se rend compte, si on prend tout ça en compte, c'est que la seule chose qui irait, à mon sens, pour donner une idée de la nature, c'est qu'elle est impermanente. L'impermanence,
Ce qui est la permanence, ça va être les dieux, ils vont être immortels. Et les humains, nous, on fait des institutions parce qu'on essaye de durer dans le temps. Et vous voyez, par exemple, un cimetière, c'est pour garder le souvenir de nos morts. Mais si on le laisse comme ça, il est envahi, il disparaît et le souvenir s'oublie. Donc nous, il y a des ouvriers qui sont là pour travailler, pour entretenir le cimetière, pour que le souvenir perdure. Nous, nos institutions, elles servent à durer dans le temps. Parce que la nature, elle est en constant mouvement. Et donc pour moi, la seule façon de considérer la nature, c'est de lui donner ce critère d'impermanence, sachant que, là je vous le dis, je ne supporte pas quand on définit quelque chose par la négative. Par exemple, inconscient, je déteste ce concept, parce que j'ai l'impression que quand on définit par la négative, ça ne veut rien dire. Par exemple, si on dit un volant qui ne vole pas, c'est toutes les choses qui ne volent pas. Un caillou, des cheveux, un bâtiment, un char d'assaut, une tortue. Bon, quel est le rapport entre toutes ces choses, à part qu'ils ne volent pas? Rien. Donc pour moi, quand on définit quelque chose, ça doit toujours être par un critère positif. Pourtant là, comme je fais ce que je veux, je décide que impermanence, ça va bien. Mais pourquoi? Parce que la nature, ça n'existe pas. Donc de toute façon, comme ça n'existe pas en tant que tel, on peut prendre ce mot-là et dire qu'elle est impermanente, c'est-à-dire que ça bouge toujours, et donc on peut se garder ça. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'au final, si on prend en compte ça, que la nature, elle bouge tout le temps, qu'elle change tout le temps, et que nous, on est là-dedans, eh ben, on voit cette symphonie de l'impermanence qui est tout le temps là, et puis nous, face à ça, nous, on a envie de stabilité, on aimerait bien que ce soit simple, facile, et qu'on fasse un truc et que ça vaut tout le temps dans le temps, et qu'on ait la bonne manière de faire, mais en fait, si on prend en compte que ça, c'est pas possible, parce que tout bouge tout le temps et tout change tout le temps, alors il nous reste pas beaucoup de choix, on accepte pas, on est triste, et on se bat avec la nature pour dire non, ma pratique elle marche quand même, et on fait des idées pour lutter contre, ou alors on accepte et on rigole un peu, on se dit bon voilà, notre vie humaine elle est absurde parce que c'est un travail à tout le temps renouveler, faut toujours changer, faut toujours tout ça, et donc on accepte ça et puis on en rigole. Et là je vous dis ça et je parle en connaissance de cause, parce que si vous m'aviez vu hier en train de remettre des bâches et des voiles avec 70 km/h de vent, vous auriez dit ah oui, c'est bien, l'humain a bien un travail absurde de toujours recommencer les mêmes choses. Parce que j'ai passé ma journée à faire ça et c'était pas très agréable, mais ça m'a fait rire et au moins c'était bien. Voilà. Et le job du praticien, du cultivateur, ça va être de jouer les bonnes notes dans ce bordel, disons les choses comme elles sont, et de s'adapter comme il peut, de créer un lien singulier, puisque comme tout change tout le temps, tout est toujours singulier. Et ça, vous avez dit, ce lien singulier, qu'est-ce que c'est? C'est les connaissances. À partir du moment où vous créez un lien avec le monde qui bouge autour de vous, vous créez une connaissance. CF module 1, la vidéo. Et pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je repasse encore par tout ce blabla? Parce que je vous avais dit que si on avait fait ces cours cultivés sans méthode, c'était pour répondre à une demande de cours de jardinage qui est de plus en plus pressante. Parce qu'a priori, de plus en plus de gens ont envie de pratiquer le jardinage, et c'est bien. Mais nous, on était contre la méthode. Mais en fait, si je dois être tout à fait honnête, c'est pas simplement ça. Parce que, oui, il y a une demande et on y répond, mais c'est aussi parce que la première fois qu'on y a répondu, on a fait le tour dans les jardins des gens. Et en fait, je leur apportais ce que je vais vous apporter tout à l'heure, c'est-à-dire le développement d'une pensée pratique. Et j'ai remarqué qu'au début, c'est... Et puis après, ça rentre, et puis les gens captent qu'ils peuvent agir par eux-mêmes, et puis qu'ils n'ont pas besoin de se prendre trop la tête, et qu'ils comprennent, surtout qu'ils comprennent. Et là, je vois une petite étincelle dans les yeux, et en fait, c'est ça qui fait que je me dis, bon, bah, c'est que ça a du sens, et je continue, parce que je me dis, wow, c'est trop beau. Les gens, souvent, on dit, oui, mais les gens, ils sont cons, ils sont feignants. Bah, moi, ce que j'ai remarqué, c'est pas ça. C'est que les gens, dès qu'ils captent que, mais je peux me débrouiller, je peux interagir, je peux faire ce que je veux, je peux créer des connaissances, j'ai pas besoin d'être scientifique, et bah, ils sont contents, et ils sont motivés, et ils y vont. Et du coup, c'est pour ça que on a pris la peine de continuer, et que je continue encore à faire ça, jusqu'au jour où je remarquerai que vous êtes tous apathiques, et que vous me regardez, et que vous dites, non, j'y crois pas, 5 minutes. Là, j'arrêterai peut-être. Et de toute façon... la science aujourd'hui, elle est devenue tellement spécialisée, tellement loin, elle est tellement précise, elle est tellement compliquée, que même une vie ne suffit pas pour être spécialiste dans un domaine, pour connaître tout ce qui a été écrit sur un domaine précis. Donc vous imaginez connaître tout ce qui concerne l'agriculture,
la science du sol, la science des cailloux, la science des animaux, la science des insectes, la science des plantes. Il faudrait 1 million de vies pour réussir à tout, avoir toutes les datas, toutes les données. Et donc, on ne peut pas. Donc, je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'accepter qu'il va falloir qu'on se débrouille et qu'on crée nous-mêmes nos connaissances. En plus, en dehors de la pratique, après, vous pouvez tout à fait aller dans la science, mais en sachant ce que vous voulez y chercher. Et donc là, vous pouvez aller dans la science et trier un peu les concepts et puis prendre ceux qui vous intéressent parce que vous vous retrouvez bloqué un moment dans votre pratique et que ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais c'est ce chemin-là qui est important. Et donc, moi j'aurais bien envie de vous dire, en fait, ce qui compte, c'est vous allez dans vos champs et puis vous vous débrouillez. Parce qu'au fond, c'est ça la poésie du fond de l'affaire, c'est débrouillez-vous. Dit très poétiquement, c'est ça. Mais j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on nous a appris à être intelligent, intellectuel en tout cas. Et donc, on a ça en nous et on a besoin d'intellectualiser. Et donc, je me suis dit, la seule manière de faire ça, de vous accompagner vers débrouillez-vous, mais en vous donnant les clés pour le réfléchir, c'est de créer une pensée pratique. Et donc, quelles sont les bases de cette pensée pratique? C'est ce qu'on va voir. Et en tout cas, une réponse pratique est toujours humble parce qu'il y a trop de choses à prendre en compte et donc nécessairement, vous ne pourrez pas tout prendre en compte. Et donc nécessairement, votre pratique, elle aura et des impacts très positifs et des impacts négatifs auxquels vous n'aurez pas pensé. Ça aussi, c'est important de l'avoir toujours en tête. Et c'est le boulot des écologues de nous pointer du doigt quand, attention, là, telle pratique, elle fait ça dans les nappes phréatiques, elle fait ça dans les choses. Et après, et de nous proposer, pourquoi pas, des réponses possibles. Par contre, là, je vais être un peu piquant. Pas de nous imposer une manière de faire, parce que c'est nous, notre responsabilité en tant que praticien, de trouver. On nous dit, attention, ta pratique, elle a ça comme problème. Ok, je réfléchis, comment est-ce que je peux l'améliorer? Parce que je pense qu'on peut avoir plusieurs manières de faire et trouver des solutions pratiques auxquelles l'écologue n'avait pas pensé. Mais en tout cas, c'est important de faire ça, et ça nous ramène à la poésie du fond de l'affaire. On se débrouille. Voilà, donc du coup, là on est là, et maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est de partager avec vous les grandes lignes de comment est-ce qu'on développe une pensée pratique, sur quoi est-ce qu'on appuie, sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour avoir une pensée qui n'est pas juste conceptuelle, abstraite, mais qui devient un outil, un véritable outil pour agir. Alors la première chose qu'on doit prendre en compte quand on veut avoir une pensée pratique, c'est qu'on est dans un monde où il y a différents êtres, différentes classes physiques qui existent, et donc il y a différentes échelles de temps qui existent. Entre la vie d'un insecte et la vie d'un caillou qui se fait sur des millénaires, c'est pas la même chose. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire qu'il y a différents niveaux d'analyse, et que selon ce que vous allez regarder, ça ne prend pas la place dans la même échelle de temps. Donc ça veut dire que si vous faites une action dans ce niveau-là, ça met plus ou moins de temps à avoir un résultat. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des choses que vous pouvez changer vite, d'autres que vous ne pouvez pas changer vite, et il faut l'avoir en tête. Il existe différentes échelles de temps et différents niveaux d'analyse. Le premier, c'est la roche-mère. On avait dit que tout sol part de la décomposition d'un caillou, qui est la roche-mère. C'est ce qu'on appelle en science la géologie. Et ça va être une très 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 grande échelle de temps. C'est le grand Saint-Ouen dont on avait parlé. C'est des millénaires, plusieurs millions d'années même parfois, et en plus c'est des cycles très très longs et très complexes. Et donc là on est à un niveau d'analyse que moi j'aime bien, pour simplifier, pour imager, c'est la génétique du lieu. Vous voyez, quand vous regardez qu'est-ce que votre roche-mère elle vous a donné dans le sol, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer facilement, sauf si vous avez beaucoup d'argent et beaucoup de tractopelles. Mais vous voyez, c'est comme si vous regardez et vous dites « Ah, moi, mon problème, c'est que j'aimerais bien un troisième bras. » Oui, mais ça, génétiquement, les êtres humains, ils ont 2 bras, sauf quelques exceptions sûrement. Et ça, à changer, vous pouvez sûrement vous faire greffer un bras bionique ou je sais pas quoi, ça doit être possible, mais c'est assez compliqué. Donc c'est un matériel, le premier niveau d'analyse, la très grande échelle de temps, c'est un matériel avec lequel vous n'avez pas trop le choix de bosser et qui s'inscrit sur le temps long et qui n'est pas facile à changer. Ensuite, c'est la dynamique du sol. On avait dit que le sol, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui est en constante formation.
Et ça, on est aussi sur une échelle de temps assez grande. J'avais dit en moyenne, c'est une très grosse moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, mais 1 centimètre de sol, c'est 1 siècle, à peu près. Donc du coup, ce niveau d'analyse, moi j'aime bien dire que c'est l'histoire du lieu. Vous voyez, comme nous, par exemple, il y a eu Louis XIV, etc. Vous voyez, c'est un temps beaucoup moins long, mais ça reste un temps qui est assez long et qui donne des prérogatives à votre pratique qui sont pareilles, ce qu'elles sont, mais que vous avez déjà beaucoup plus de marge pour le modifier que ce qu'il y a au-dessus. Vous voyez, c'est plus facile de jouer avec ça que de jouer avec ça. Et ensuite, autre niveau d'analyse, c'est l'observation des plantes et des êtres vivants. Donc, qu'est-ce qui pousse? Est-ce que ça pousse bien? Est-ce que ça pousse vite? Est-ce que ça... Et ça, on est sur une échelle de temps de l'actualité, de l'année, de la saison. Donc là, quand on regarde ça, on se doute qu'on a beaucoup plus de facilité d'interagir avec ça. Et pour moi, ça, c'est la biographie du lieu. Vous voyez, vous comprenez? Génétique, histoire, biographie, et après la météo et le climat. Alors, quand je dis climat, je ne parle pas du climat réchauffement climatique, je parle du climat quand là, il pleut. Il pleut, et dans ma région, il fait souvent froid. C'est comme ça, et ça, c'est l'instant. Et ça, ce qui est super, c'est que ce niveau d'analyse, on peut réfléchir et puis mettre en place des choses compliquées pour accompagner très lentement. Ici aussi, on peut travailler et puis essayer de modifier au fur et à mesure dans le bon sens, dans le sens qui nous intéresse la chose. Ici, ça va être, on regarde, et sur l'année, on a des pratiques différentes. Et ici, ce que j'adore, c'est que c'est de l'instant. Là, on est dans l'intuition, parce que c'est... ok, par exemple, moi, hier, j'ai passé mon temps à remettre les bâches, mais parce que je pressens l'arrivée d'un petit gel là, bientôt, là. Ou même d'une petite grêle. Souvent, en avril, on a la petite grêle. Donc, là, c'est l'instant, c'est je vais fermer mes voiles, je vais fermer mes bâches, je vais protéger mes cultures. Pourquoi? L'intuition. Et ça, mais c'est un niveau d'analyse qui est vraiment toujours direct, parce que même la météo, si vous la regardez, elle est juste à 3 jours, mais elle est hyper variable, et souvent, la grêle, elle n'est pas prévue, hein. C'est avec l'habitude, on sait, c'est avril, il y a des gros nuages qui traînent, ouais, ça va peut-être tomber. Et au bout de 2 fois, quand on a les fraisiers, les fleurs dégommées par la grêle, on a compris, on dit bon, en avril, je vais essayer de protéger tout ça. Ça va, ça, pour vous? Vous comprenez? Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte quand on veut réfléchir pratique, c'est que selon ce qu'on est en train de regarder, ça prend ça dans une échelle de temps plus ou moins grande. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est hyper important. Ensuite, la deuxième prise en compte pratique à avoir, celle-là, vous allez l'apprécier parce qu'elle est facile, elle est moins peut-être perchée. Alors je vous dis juste, celle-là, je l'ai piquée de manière éhontée à un géologue que j'aime beaucoup, qui est très décrié pour de bonnes raisons et qui n'a pas toujours raison, qui a créé une méthode, auquel cas je suis très pas d'accord avec lui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est assez simple, avec qui j'ai eu la chance de discuter, qui est très humain, que je respecte pour son travail scientifique, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il s'appelle Yves Hérody. Je vous dis ça parce qu'il est vraiment très décrié. Il est vraiment pas très apprécié, mais pas pour les bonnes raisons selon moi. Et donc lui, il a établi une hiérarchie de l'observation, qui est pour le vivant. C'est-à-dire quand on va observer, on va suivre cette hiérarchie dans l'ordre avant de... Par exemple, on ne va pas tout de suite dire « Ah, c'est parce que j'ai pas mis assez d'engrais ». On va réfléchir. C'est pas le seul à avoir créé ça, c'est la hiérarchie du vivant en règle générale. Comment est-ce que le vivant, il fonctionne? Et il disait, ça c'était sa blague, je lui vole aussi, il disait, qu'est-ce que c'est la hiérarchie? C'est avant d'aller chier, tu baisses ton froc. C'est ça la hiérarchie. Et donc, là, on va voir la hiérarchie des bases fondamentales du vivant, que j'ai pris. Alors, les géologues, ils ont à peu près la même, les pédologues, ils ont la même, mais ils inversent ces deux, enfin voilà. Mais moi, je trouve que dans la pratique, c'est effectivement celle-là qui est la plus juste. Et alors, je vous dis, ça, pour moi, c'est le critère de la pensée pratique le plus important, parce que c'est le plus utile, et parce que, pour moi, vous avez besoin juste de ça pour pratiquer. Tout le reste, toutes les autres connaissances, c'est superflu, et je le pense sincèrement. Première des choses qu'a besoin le vivant pour vivre, c'est une température adéquate. Pourquoi? S'il fait moins 235 degrés, il faut avoir le sol le plus fertile du monde. Peut-être que les sols en Antarctique sont hyper fertiles. Est-ce que ça va pousser? Non, parce qu'il ne fait pas assez chaud. Pareil, je disais ça quand je faisais ça avec des enfants. Je leur disais, si ton chien il est congelé, tu vas lui donner des croquettes, il ne va pas les manger. Il faut d'abord qu'il soit décongelé. Donc la première chose importante, c'est la température. La température, ok. Ensuite, c'est l'air et l'eau. Tout être vivant
a besoin d'air, tout être vivant a besoin d'eau, et on avait vu que dans le sol, c'était pareil. Quand il y a trop d'air dans le sol, il n'y a plus d'eau, et quand il y a trop d'eau dans le sol, c'est qu'il n'y a pas assez d'air. Donc ça, cet équilibre entre l'air et l'eau, pour les êtres vivants dans le sol, dans l'atmosphère, dans votre peau, dans votre bac à fleurs, dans tout ce que vous voulez, c'est la deuxième chose la plus importante. C'est-à-dire que s'il y a les températures, après il faut qu'il y ait l'air et l'eau en bon équilibre. Ensuite, c'est les nutriments, donc c'est-à-dire à manger. Qu'est-ce qu'il a à manger? Alors, ça, j'en profite juste aussi pour dire, c'est très important parce que ça veut dire que ça, c'est moins important que les deux précédents. Et c'est facile à comprendre, vous pouvez mettre des engrais dans un sol tassé, ça ne poussera pas, parce qu'il n'y a pas assez d'air, parce que les racines ne peuvent pas y aller. Donc en fait, ce qui est plus important que de mettre des engrais ou de donner à manger à vos plantes, c'est de vérifier qu'il y a la bonne température, donc c'est-à-dire de planter, semer au bon moment, ou alors de mettre des serres ou ce que vous voulez, et de vérifier qu'elles ont assez d'eau, mais pas trop, assez d'air, mais pas trop. Ce sont les conditions pour que ça fonctionne. Et je vous dis ça parce que tout le temps, systématiquement, la question qu'on me pose, quand on vient me poser une question, c'est « Qu'est-ce que je dois mettre dans mon sol pour que ça pousse ?» Et je dis « Non, mais déjà, pourquoi tu veux mettre quelque chose dans ton sol? On va se calmer avec ça, il faut arrêter de vouloir mettre des trucs dans le sol. On va d'abord se poser, réfléchir, et après on met des trucs dans le sol sur l'envie. Voilà. Et ensuite, il y a les bases chimiques. Alors ça, c'était parce que acide, base en chimie, le vivant ne produit que de l'acide. L'acide détruit le vivant. Il a besoin de bases pour fonctionner. Les bases, ça va être le calcaire. Et ça, c'est donné uniquement par la roche-mère. C'est-à-dire, soit votre roche-mère est calcaire, soit elle ne l'est pas. Auquel cas, si elle ne l'est pas, il faut que vous l'apportiez. Donc, c'est ce qu'on appelle choler. On balance du calcaire sur notre sol. Spoiler, comme on dit, dans le grès des Vosges, il n'y a pas de calcaire. Hein. Et donc, donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir avoir une pratique ou réfléchir par rapport à un problème qui, je ne sais pas, votre poireau il ne pousse pas, vous vous posez la question. Vous commencez, avant de vous dire « Ah, c'est parce que j'arrive jamais à faire le poireau, ouais, mais mon sol il est pauvre » ou je ne sais pas quoi. Vous regardez d'abord et vous dites « Est-ce qu'il a eu la bonne température tout au long de sa croissance? Est-ce que quand je l'ai planté, il a eu du gel? Est-ce que quand je l'ai... » Oui, oui. Et si vous cochez non à toutes les réponses, non, je l'ai planté au bon moment, il n'a pas eu de gel, il n'a pas eu tout ça, bon, c'est que la température, c'est bon. Ensuite, vous passez à l'air et l'eau, c'est-à-dire est-ce que je l'ai arrosé? Est-ce qu'il a fait trop sec? Est-ce que le sol est sec? Est-ce que le sol n'est pas gorgé d'eau? Est-ce que quand je prends une motte de terre, j'appuie, il n'y a pas de l'eau qui sort, auquel cas ça veut dire qu'il y a trop d'eau? Si ça c'est bon, ensuite seulement, peut-être votre sol est trop pauvre. Mais avant de dire qu'il est pauvre, il faut passer par là. Et ensuite, les bases chimiques, c'est du bonus. Alors, ça va pour vous, ça? Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus, pour moi, ça suffit. Ça suffit à créer votre propre connaissance et vos propres concepts. Si vous regardez toujours selon ça, vous avez des yeux, vous avez des sensations pour savoir s'il a fait trop chaud ou trop froid. Vous avez assez de sensations pour savoir s'il y a trop d'eau ou trop d'air. Vous pouvez le comprendre par vous-même. Et ça vaut tous les Google, oh, ma tomate elle a des feuilles jaunes ou je sais pas quoi. Ça vaut tout ça. Et donc vraiment, je sais que je peux comprendre que ça paraît difficile à croire, mais pourtant, ça suffit. C'est les seuls concepts qu'on a besoin en pensée pratique dans l'agriculture, c'est ça. Même celui que je vous ai dit avant, les échelles de temps, moi je trouve que c'est important. Parce que souvent, justement, on va regarder une plante, les plantes bioindicatrices, et on va dire, ah, mon sol, il est comme ça. Sauf que le sol, c'est une autre échelle de temps que les plantes. Et sauf que la roche-mère, c'est encore une autre échelle de temps que les plantes. Donc on ne peut pas regarder les plantes pour parler de la roche-mère et pour parler du sol. Puisqu'une plante, ça vit 1 an, 2 ans pour les bisannuels, et un sol, ça met des millions d'années à se faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, c'est important aussi l'échelle de temps. Tout ça, on y reviendra au cas pratique et à vos questions aussi, parce qu'on va regarder tous nos cas pratiques en fonction de cette grille de lecture, pour vous montrer que c'est vraiment ça qui est important. Troisième prise en compte, donc après les échelles de temps qui sont différents et les niveaux d'analyse qui sont différents, la hiérarchie des critères d'observation. Merci Yves Hérodi. Et la troisième, c'est savoir ce que je fais, pourquoi je le fais. Pour dire en fait c'est ça le plus important. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en premier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, vous êtes en train de faire un truc et vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en train de le faire. Ah, je mets du fumier parce que c'est bon pour la terre. Vous ne savez pas pourquoi. C'est bon pour la terre, c'est pas... En fait, c'est que vous ne savez pas si vous dites ça. Ah, je mets du fumier parce que les anciens, ils faisaient ça. Vous ne savez toujours pas. Vous ne savez pas pourquoi les anciens, ils faisaient ça. Et donc, moi, ce que j'aime dire, c'est... je le dis aussi aux stagiaires qui viennent chez nous, qui s'installent après, c'est
Si vous êtes en train de faire quelque chose dans votre parcelle, dans vos champs, du type mettre du fumier, de l'engrais, ou même juste labourer ou pas labourer, si vous ne savez pas pourquoi vous arrêtez, vous dites en fait, pourquoi je suis en train de faire ce que je fais. Et si vous ne savez pas pourquoi, arrêtez. C'est mieux. Vraiment. Des fois, c'est mieux de rien faire. Donc du coup, ça c'est une logique. La logique de nos actes, c'est important pour la pensée pratique. Et ça implique non seulement déjà de savoir ce qu'on fait, mais aussi de prendre en considération le fait que tout est toujours possible. Par exemple, si vous prenez un dicton n'importe lequel, il y en a un qu'on ne vous a sûrement pas dit souvent, mais que moi on m'a dit souvent, on ne met jamais du fumier à l'automne sur un sol sableux. C'est souvent ça qu'on m'a dit. Et ben, au lieu de dire, ok, voilà une info, j'ai une connaissance, on ne met jamais de fumier dans la nuit. Non. Pourquoi? Il faut que vous alliez faire la démarche de comprendre la raison des dictons qu'on vous a donnés. Pourquoi? Parce que en fait, l'azote, il y a beaucoup quand il pleut l'hiver sur le fumier en automne, il y a plein de trucs qui partent dans les nappes phréatiques, donc du coup il ne reste pas grand-chose dans le fumier d'azote, il ne reste pas grand-chose d'énergie rapidement assimilable, et donc du coup, au démarrage, vos plantes, elles vont galérer parce qu'il ne reste que des éléments en cours de décomposition, et on va dire j'aime bien dire ça, je ne peux pas dire que le sucre, le café, il est déjà parti dans la nappe phréatique. Quand vous savez ça, vous pouvez tout à fait mettre du fumier en automne, mais vous savez juste qu'au printemps, il faut apporter un petit coup de boost en plus. Ça peut être de l'azote soluble, ça peut être du fumier de poule, ça peut être du jus de fumier, ça peut être du guano, peu importe la forme qu'il a, mais vous savez qu'il y a une certaine chose qui est partie. Vous voyez? Donc le dicton n'est ni faux ni vrai. Il a juste des implications pratiques qu'il est important de tenir en compte. Donc à chaque fois que vous avez une consigne en tête qu'on vous a donnée et que vous voulez respecter, assurez-vous de savoir, de chercher la raison pour pouvoir après jouer avec ça. Et pour pouvoir dire, ok, je peux rééquilibrer, je peux gérer les risques, les fameux bénéfices-risques qu'on parle en médecine, ils existent aussi chez nous. Et par exemple, un autre exemple, il ne faut jamais planter avant les seins de glace. Pourquoi? Parce que sinon les légumes ils peuvent geler. Oui, mais si on met une serre et qu'on protège bien, on peut quand même. Nous on fait que ça, planter avant les seins de glace. C'est notre boulot, c'est de planter avant les seins de glace. Donc c'est possible. Pour vous dire un exemple, j'avais dit que je ne parlais pas de ma ferme, mais ça va, c'est pas pour me mettre en avant. Nous on a planté les courgettes en février. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas crever, hein. Peut-être qu'elles vont crever. Mais en tout cas, on sait que ce dicton est là parce qu'il y a une possibilité d'avoir du gel. Donc, on se prémunit contre le gel. 1 million de façons de faire. Vous voyez, ça c'est la troisième prise en compte pratique. Donc, 1, les niveaux d'analyse qui ne sont pas les mêmes selon ce qu'on regarde. 2, la hiérarchie température, air, eau, nutriments, base chimique. Ensuite, pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait, ça. Et ensuite, la dernière chose, c'est l'humilité de la pratique. Ça veut dire que mon choix, c'est jamais le choix. Puisqu'on a dit, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte, donc de toute façon, le choix que vous allez prendre, ça va être votre choix, mais en fait, il aura forcément des impacts négatifs et positifs. Hein. On ne va pas être noir tout le temps. Bonjour. Mais, et ça, c'est important non seulement parce que déjà, ça permet d'arrêter les guéguerres de il faut faire ci, il ne faut pas labourer, il faut machin, il faut... Déjà, ça permet d'arrêter de se bagarrer et chacun fait ce qu'il veut et on compare et on s'entraide et on s'échange et on diversifie les pratiques. Et en plus, si vous êtes humble vis-à-vis de ça, vous avez à l'esprit que votre pratique, elle peut avoir des aspects négatifs, donc que peut-être vous pouvez les prendre en compte. Parce que vous savez que, par exemple, si vous ne labourez pas et que vous mettez beaucoup de paille, et ben vous savez que comme ce n'est pas la pratique de la nature immanente qui va faire que ça marche et que la planète elle va vous remercier d'avoir fait ça, et ben vous savez, vous dites ok, quels peuvent être les inconvénients. Et ça d'ailleurs, là-dedans, ça fait partie du truc. Quand vous faites une pratique, amusez-vous à toujours dire les plus de cette pratique, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien, quels sont les risques. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vous prémunir. Et typiquement, je mets beaucoup de paille, je ne laboure plus. C'est bien parce que ça ne déstructure pas le sol. Voilà, tous les arguments que vous connaissez, c'est bien pour la vie du sol. Les inconvénients, c'est que c'est bien pour la vie du sol. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, des souris dedans qui mangent vos trucs, des limaces, beaucoup de limaces. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est vrai, ça veut juste dire qu'il faut l'avoir en tête pour pouvoir après jongler avec ça et peut-être se préparer à ce que ça arrive. Parce que sinon, après, des fois, on est désemparé. Et donc... surveiller pour compenser et avoir des arguments positifs et négatifs. Et moi, j'aime même bien
faire la liste des autres pratiques qui existent. Pour dire, si je ne fais pas ça, je peux faire ça, ça comme aspect positif, ça comme aspect négatif. Ça paraît d'être beaucoup, mais en fait, c'est rien, parce qu'il suffit que votre environnement change, que votre sol change, pour que votre pratique ne soit plus adaptée. Et donc, si pour vous, c'est l'alpha et l'oméga, cette pratique, vous vous retrouverez bloqué vous-même dans votre pratique. Donc, par exemple, je vais dire un exemple tout court, mais si vous avez une accumulation de matière organique parce que vous mettez beaucoup de compost ou beaucoup de fumier, et qu'à un moment vous avez trop de matière organique et que vous ne voulez pas labourer parce que vous pensez que pas labourer c'est bien, et ben c'est dommage parce que la seule manière de brûler de la matière organique en excès, c'est de l'oxyder, c'est de labourer pour qu'il y ait de la surface de contact avec l'air. Donc vous resterez bloqué avec votre problème à vie. Et de l'autre côté, si vous avez labouré comme un gros sac et qu'il n'y a pas assez, il n'y a plus de matière organique, vous pouvez continuer de labourer, vous ne résoudrez pas votre problème de pratique qui est, il faut remettre de la matière organique et il faut regérer avec la matière organique. Vous voyez? Pas de bien, pas de mal, et c'est bien de savoir ça. Ça va? Donc les critères, vous les avez. Donc première chose, quand on développe une pensée pratique, parce qu'on est obligé de penser, nous autres idiots, c'est, on fait attention au niveau d'analyse. On a conscience au moins qu'il existe des différents niveaux d'analyse et qu'une roche, ça ne se crée pas aussi vite qu'une plante. Ensuite, la hiérarchie du vivant. Ensuite, on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Quand on nous dit « fais ça parce que si », on vérifie. On essaye de comprendre pourquoi, pour pouvoir jouer avec. Et ensuite, l'humilité. Mon choix, ce n'est pas le choix. C'est un choix possible et c'est le mien. Ça va? Ça vous paraît complètement farfelu ou ça va? Ok, cool. Merci. Yes. Trop bien. Voilà, donc ça, c'est pour le préambule. Maintenant, on va rentrer un peu dans le dur du sujet. Donc nous, on a ça et on va commencer à pratiquer. Pratiquer, c'est quoi? C'est interagir avec la matière, tout simplement. Donc nous, en fonction de tout ça, de tout ce qu'on veut faire, on a différents modes en culture d'interaction avec la matière. C'est cela. On a un premier mode qui est physique ou mécanique. Pour peu importe ce qu'on cherche à faire, hein. Ça peut être il n'y a pas assez d'eau, j'en veux plus, il y a trop d'eau, j'en veux moins. On a des modes d'interaction qui sont physiques ou mécaniques. On peut creuser, on peut surélever, on peut labourer, on peut émietter, on peut égaliser, on peut couper, on peut mettre de l'ombre, on peut mettre des brise-vents. Vous voyez, des choses purement mécaniques qui peuvent conduire à ce qu'on veut faire. Et ensuite, on a les modes d'interaction biologiques, les engrais, les amendements. Les amendements, c'est ce qu'on va donner à notre sol pour le faire bosser. Exactement. Les écosystèmes, ça veut dire qu'on va favoriser, par exemple, mettre des ruches pour favoriser la pollinisation, par exemple, ou mettre des insectes auxiliaires. Aujourd'hui, c'est la grande mode en maraîchage d'avoir des coccinelles, machin, qu'on achète. Hein. Moi, j'ai jamais compris ça. D'ailleurs, si vous avez des coccinelles, des fois, en début du printemps, là, tout le monde s'énerve contre les coccinelles qui sont au grenier. Si vous les ramassez, vous les mettez dans un pot avec des trous, et vous nous les ramenez à la ferme, on les met chez nous dans la serre, ce serait vraiment cool. Les plantations, donc vous pouvez planter plus ou moins d'espèces, vous pouvez planter des haies, vous pouvez planter des fleurs, etc. Le semis, vous pouvez semer des graines. Le désherbage aussi, puisque en désherbant, vous faites un facteur biologique qui peut vous aider à préserver l'eau ou pas, etc. Ou laisser pousser les herbes aussi. Et alors là, je l'ai fait exprès parce que j'avais envie. J'ai mis engrais, je pense aussi aux engrais chimiques qui sont biologiques. Là, ça saoule tout le monde peut-être. Mais je ne supporte pas l'appropriation politique des mots. Et donc je ne supporte pas biologique, qui est juste la logique du vivant. Je ne supporte pas que des gens se soient appropriés ça pour définir une pratique qui est ça, c'est biologique. Un agriculteur hors sol qui fait pousser une plante, jusqu'à preuve du contraire, cette plante est un être vivant. Donc elle est biologique. Elle a sa logique du vivant. Et en plus, je vais aller plus loin. Si l'être humain, il fait partie de la nature, ce que je crois profondément, que vous avez le droit de ne pas croire, moi j'y crois, alors même nous, on est naturel, et donc même notre pratique, elle est naturelle, et nous, on ne fait que réaliser notre nature. Et en plus, quand vous mettez un engrais dans votre sol, sachez qu'un engrais chimique, je dis ça alors que nous, on n'est pas forcément partisans de ça, mais c'est parce que je veux être honnête, un engrais chimique, il va aussi nourrir la vie du sol. Si vous mettez de l'azote, il va servir non seulement à créer de la biomasse qui peuvent servir les gens, mais même les microbes peuvent en bénéficier aussi. Donc, les engrais chimiques, c'est une manière biologique, parce que vous ne jouez pas sur la physique du sol, vous jouez sur le développement de votre plante, de votre truc qui va
dans le système s'incorporer. Voilà. Vous voyez ? Après, vous avez le droit de vouloir faire de l'agriculture biologique au sens politique du terme. C'est juste politique. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on l'appelle autrement. Organic farming, déjà, ça me semble un peu plus, c'est ce qu'ils disent aux États-Unis, ça me semble un peu plus juste. Bien que c'est pareil, une plante, ça reste de la matière organique aussi, mais bon, ça me semble plus juste. Mais en tout cas, voilà. C'est ces deux façons. Donc, quand vous voulez pratiquer, vous dites, est-ce que je veux pratiquer de façon mécanique ? Est-ce que je vais chercher à aller mécanique ? L'avantage de ça, souvent, c'est que ça va plus vite. Et c'est que les résultats sont plus visibles. Si vous avez un trop d'eau, faire un fossé ou faire un drainage, c'est super efficace. Alors que essayer par la voie biologique de réguler l'humidité, c'est tout à fait possible. C'est beaucoup plus complexe et les résultats mettent beaucoup plus de temps à se mettre en place. Mais en tout cas, c'est ces deux choses-là. Et après, ça va dépendre aussi de votre personnalité. Il y en a qui sont plus oh, moi j'aime le tracteur, et il y en a d'autres qui sont plus j'aime la nature. Sauf que la différence, c'est que le tracteur existe, la nature n'existe pas. Mais... Voilà, je regarde. Et donc, en fait, cultiver, c'est juste ça. C'est des interactions qui sont de différentes natures et c'est un jeu constant. Action, réaction, action, réaction. Et nous, on est dans cette symphonie et on essaie de jouer les bonnes notes au bon moment. Des fois, on joue la mauvaise note, et ben on réfléchit pour essayer de contrecarrer, etc., etc. Et peu importe les modes que vous choisissez, si votre voisin il dit « ouais, mais c'est pas bien parce que tu fais ça », si vous respectez la condition d'avant de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites, il peut dire ce qu'il veut, le voisin. Vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, donc il n'y a pas de problème. Ça va ? Je regarde juste. Ok. Donc là, on est pas mal. Je regarde juste pour rien oublier, parce que je pars dans tous les sens et je me dis, ouais, il faut quand même que je dise certains trucs basiques. Ensuite, l'autre chose qu'on gère en culture, c'est la décomposition des matières. Parce qu'on avait dit, la plante, elle se nourrit de sels minéraux, donc de minéraux coupés en tout petits, qui sont rendus solubles dans l'eau, et en buvant avec ses racines l'eau et ses sels dissous, elle se nourrit de cette matière inorganique, ça va être le potassium, le phosphore, etc., etc., etc. Ça, ces sels minéraux sont issus soit de la décomposition de la roche-mère, on avait dit, soit de la décomposition des matières organiques que vous allez mettre, du fumier, du compost, des feuilles mortes, de la paille, de ce que vous voulez. Donc, vous, votre première chose, ça va être, enfin, une des modes d'interaction que vous avez biologiques, ça va être de gérer ce que vous apportez, de savoir pourquoi vous l'apportez, comment vous l'apportez, quand vous l'apportez, mais surtout, comment ça va se décomposer et combien de temps ça va mettre à se décomposer. On ne va pas passer par des délires scientifiques comme dans ces livres que je me suis amusé à lire. On va aller plus simple. À quoi ça sert l'écorce d'un arbre ? Pourquoi est-ce qu'un arbre s'emmerde à faire de la lignine, du bois ? C'est super compliqué, c'est des chaînes très compliquées à faire, alors qu'il pourrait faire juste de la feuille. C'est du glucose, c'est plus facile à faire. Et puis voilà, pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent à faire de l'écorce, du bois, tout ça ? Se protéger, exactement. J'adore, merci. Pour moi, c'est ceux qui captent direct, parce qu'il y en a des fois, ils ont des réponses, mais c'est improbable, quoi. C'est des trucs hyper philosophiques et tout. Non, on est basique en pratique, on est dans la réalité, et oui, c'est pour se protéger. Se protéger de quoi ? De l'extérieur, mais ouais, des agressions extérieures, comme par exemple le froid, les insectes, hein ? Ouais, les parasites, la pluie, l'eau, l'homme aussi, c'est vrai, ouais. Je ne sais pas s'il l'avait fait pour ça à la base, mais en tout cas, ça peut lui servir aussi. Et donc il fait du bois pour résister à toutes ces ouais. Pour résister à la décomposition. Parce que qu'est-ce que font tous ces agents, le froid, le truc, ça décompose et ça désagrège l'être vivant. Donc, vous voyez où je veux en venir ? Si vous mettez du bois dans votre sol, ça va se décomposer vite ou pas très vite ? Le bois, oui, mais pas l'écorce. Hein ? Le bois, oui, mais pas l'écorce. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça a été prévu pour résister à quoi ? À la décomposition. Pareil, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, ça veut juste dire qu'il faut le savoir quand même. Puisque si ce que vous cherchez à faire, c'est tirer bénéfice des décompositions des matières, et bien sachez qu'il y a certaines matières qui mettent plus ou moins de temps. Donc ça dépend quand vous voulez avoir les reliquats de cette matière. Une coquille de Bernard l'Ermite, ça sert à quoi ? À résister à quoi ? À la décomposition, ouais. Et sous l'eau, donc à votre avis, c'est costaud ou c'est pas costaud ?
C'est hyper costaud, dans l'eau salée et tout. Donc si vous mettez une coquille de Bernard l'ermite comme ça dans votre sol, il y a des chances qu'elle reste coquille de Bernard l'ermite super longtemps comme ça. Sauf si vous la broyez, auquel cas vous accélérez ce processus de décomposition, vous voyez. Et donc en fonction de ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez que ce que vous êtes en train de mettre soit accessible vite, pas vite, ben vous ne mettez pas les mêmes matières. Vous comprenez pourquoi? Et au cas inverse, si vous voulez mettre du stock, souvent j'utilise cette image, il y a d'un côté, je n'ai pas le droit de dire de marque, c'est vraiment dur, une barre chocolatée très, très sucrée, voilà, prenez celle qui vous arrange, et de l'autre côté du stock, ben vous avez la barre chocolatée, ça sert à donner du sucre pour aller vite, ok? Et de l'autre côté, vous avez la fonction de stock qui est assurée par d'autres types. Et ben dans le sol, c'est pareil, vous pouvez soit filer à votre sol et à vos organismes vivants et à votre plante la barre chocolatée, j'ai failli dire, la barre chocolatée pour qu'ils mangent tout de suite et que pou, 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 pou. Et à l'inverse, vous pouvez aussi mettre du stock. Parce que ce que vous cherchez à faire, c'est avoir une matière qui est là sur le long terme. Comment vous faites pour savoir ça? Si vous regardez votre sol et qu'il y a beaucoup de boue, de brindilles, de branches, de restes de l'année dernière, bah c'est que vous avez du stock. S'il y a beaucoup de matière noire aussi, de matière organique, de résidus, c'est que vous avez du stock. Donc là, peut-être que le mieux, c'est de dire, ok, je vois que j'ai du stock, peut-être qu'il ne brûle pas assez vite, donc je vais donner autre chose. À l'inverse, si vous avez un sol gréseux, il est bien rose, il n'y a pas de trace de rien du tout, bon, c'est que peut-être il n'y a plus grand-chose non plus. Vous voyez, donc ça, vous allez choisir vos matières en fonction. Vous pouvez aller au magasin acheter des matières en sachet, des engrais organiques, parce que ça existe, les engrais biologiques, donc c'est souvent de la fiente de poule compostée ou des choses comme ça. Et si vous voulez savoir si ça se décompose vite ou pas, vous ne demandez pas au monsieur, il n'en sait rien. Je les connais par cœur. Vous retournez le sachet et vous regardez, c'est composé de quoi? S'il y a écrit 70% tourbe, ça se décompose vite ou pas vite la tourbe à votre avis? Ben oui, pas vite du tout. Donc si ce que vous cherchez, c'est avoir vous ne prenez pas ça. Si vous avez farine de viande, ouais, super vite, ouais, c'est ça. La farine, c'est déjà presque le truc. Mais non, mais c'est un super, en vrai, c'est un super engrais parce qu'en plus, c'est issu de ce qu'ils veulent pas dans les usines de viande. Et du coup, c'est hyper. Le sol, les microbes adorent ce truc. Les chiens aussi, il faut se méfier quand on utilise. Voilà, il y a de la farine de plume aussi, de la farine tout ce qui est en farine, de toute façon. La vinasse de betterave, vous allez trouver ça aussi, souvent. Ah, ça, vous en doutez. Très facilement, ça se décompose vite. Enfin, c'est soluble déjà. Donc vous regardez ça et donc déjà vous vous posez la question qu'est-ce que je veux mettre comme matière et de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je veux que ça se décompose vite ou pas vite? Et après c'est quand est-ce que vous le mettez? Si vous le mettez en hiver, ça va se décomposer vite ou pas vite? Bah oui, pas vite. Parce que ce qui décompose, c'est des êtres vivants en grande partie et les êtres vivants ils respectent la même hiérarchie qu'on a vu tout à l'heure. Donc plus il fait froid, moins il y en a. Donc moins il décompose. Vous voyez? Et donc, en fonction du type de sol que vous avez, si vous avez un sol qui est capable, donc il y a de l'argile par exemple, et donc qui est capable de ne pas se faire lessiver comme un sable. Vous savez, le sable, il garde rien. L'argile, il garde. On dit souvent ça. Là, vous avez moins de soucis. Et par exemple, si vous mettez du sable sur du sable, quelque chose, du stock, et ben du coup, le sable, il va juste rien faire en hiver, puisqu'il fera froid, il n'y a personne qui vit dans du sable en hiver. Il faudra peut-être le mettre au printemps, ce que vous cherchez à mettre. Et au plus près du moment où vous allez planter aussi. De même, si vous voulez mettre du calcaire, parce que vous voulez choler, si vous le mettez en hiver, le calcaire, c'est soluble ou c'est pas très soluble? C'est hyper soluble. Vous avez déjà vu à Strasbourg, quand vous ouvrez les robinets, alors il y a les carafes, elles ont plein de calcaire parce que c'est hyper soluble. Donc si vous mettez du calcaire et que vous le mettez en hiver, vous vous doutez bien qu'il y a une grande partie qui va partir. Donc peut-être que le calcaire, on sait que c'est soluble, on sait qu'on veut en mettre, on le met plutôt... En plus, souvent, c'est en assez fine mouture, on va le mettre plutôt au printemps. Et ça, tout ça, je vous le dis là, mais ce n'est pas des infos à prendre comme ça, vous pouvez les construire par vous-même, juste en regardant et en vous posant les bonnes questions. Vous voyez, en tournant le sac, et vous avez trouvé les bonnes réponses, ça tourne, c'est long, c'est pas long, c'est ce que vous voulez. Et ça, on avait dit, ça dépend aussi de si vous voulez mettre quelque chose dans le sol. C'est pas obligé. C'est pas obligé de mettre un truc dans le sol. Souvent, moi, je conseille aux gens qui s'installent de rien mettre pendant 1, 2 ou 3 ans pour déjà voir le capital, voir ce qui se passe et après réussir à gérer. Et souvent, ça se passe très bien les premières années alors qu'ils n'ont rien mis. Pas de compost, pas d'engrais, pas de fumier. Donc ça, c'est important.
cette décomposition, je vais juste voir si j'ai bien tout dit. Donc là, ça va pour les échelles de décomposition. Ça, c'est hyper important parce que plus vous allez mettre des choses qui se décomposent lentement, plus elles vont mettre lentement à se décomposer. Ça va? C'est logique. Mais donc, si vous en mettez chaque année, bah, vous avez de plus en plus de choses qui mettent longtemps à se décomposer. Une aiguille de sapin, on m'avait dit, c'est 200 ans pour se décomposer. Ça ne veut pas dire qu'elle va être comme ça, aiguille de sapin, pendant 200 ans. Mais ça veut dire qu'on va regarder petit, petit, petit. En fait, il y aura toujours des êtres en train de la décomposer. Donc du coup, si vous en mettez, vous avez un risque d'accumulation, puisque en fait, vous mettez des couches de plus en plus longues, et vous les rajoutez chaque année, donc du coup, vous augmentez la quantité qui met longtemps à se décomposer. Chaque matière également a plusieurs branches qui se décomposent plus ou moins vite. Par exemple, souvent, dans le compost, vous avez quelque chose qui est hyper vite rendu aux plantes, c'est pour ça que ça pousse très bien, mais par contre, vous avez aussi 60-70% de quelque chose qui met plus que 5 ans à se décomposer. Vous voyez? Et donc, vous avez forcément du stock. Et pour décomposer le stock, il faut du sucre. Donc, ça veut dire que vous avez ce risque-là aussi, c'est que les êtres vivants, ils sont occupés à décomposer votre stock, et donc ils bouffent les sucres qui pourraient être pour vos plantes. Donc, des fois, c'est ça le problème aussi. Vos plantes, elles ne poussent pas parce qu'elles n'ont pas de sucre. Et ensuite, si vous avez que du stock et que vous n'avez pas de sucre, le problème, ça va être le même que dans votre cheminée. Si vous avez une grosse bûche de bois et que vous essayez de l'allumer à l'allumette, ça ne marchera pas. Il vous faut du petit bois, il vous faut quelque chose entre. Donc là, c'est pareil. Il faut accompagner au bon moment. Donc au printemps, on va mettre un peu de sucre. Du sucre, ça peut donc quelque chose qui se décompose vite pour entamer la décomposition. Si on a remarqué qu'on a beaucoup de bois, beaucoup de feuilles mortes, si on voit dans notre sol beaucoup de résidus, eh ben c'est que ça va demander beaucoup d'énergie pour être décomposé. Donc on va accompagner ça par de l'énergie qu'on va apporter. Et ça peut être par les matières qu'on va acheter, mais ça peut être tout simplement de la tonte aussi. La tonte, ça se décompose très vite. Je pense que vous en avez tous déjà fait l'expérience. Il y a 1000 façons de faire. Et après, pourquoi est-ce qu'on laboure aussi? Parce que ça va mettre tout ça à l'air, oxydé, et donc ça va augmenter la chaleur du sol et ça va accompagner ce phénomène. Vous voyez, vous pouvez aussi jouer sur ça de manière physique, augmenter la chaleur du sol, mettant des bâches, mettant des choses qui vont faire qu'il fait plus chaud dans votre sol, donc il y a plus d'organismes qui vivent, donc ils décomposent plus vite. Vous voyez, vous avez différents leviers d'action en fonction de celui que vous préférez ou de celui que vous avez à disposition. Souvent on me dit, oui, mais le fumier de cheval, c'est mieux ou moins bien que le fumier de vache, mais vous prenez ce que vous avez à disposition. Tout peut être bien, c'est juste qu'il faut savoir si j'ai du fumier, ok, le fumier ça se décompose vite ou pas vite, alors ça je vous le dis, c'est entre les deux. Parce qu'en fait vous avez l'urine, la matière fécale, c'est du boost direct, et vous avez les pailles qui se décomposent un peu moins vite, mais en théorie, la matière fécale va aider à décomposer les pailles et va libérer le sucre des pailles, ça c'est en théorie. Mais donc du coup, le fumier, pourquoi est-ce que c'est pas si mal que ça en général? C'est parce que c'est moyen. Ça veut dire que vous n'avez pas trop de risque de trop d'accumulation et vous n'avez pas non plus trop de risque de trop de sucre. Parce que si vous mettez trop de sucre, c'est pareil, ça peut brûler vos plantes, c'est comme vous si vous faites une indigestion de barres chocolatées. Vous voyez, ça va pour vous? Donc toujours avoir ça à l'esprit, et comment est-ce qu'on fait? On regarde son sol, et après on se demande qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est pas forcément que ça va être la bonne réponse, hein. Peut-être que vous regardez, vous dites, je pense que j'ai assez de stock et je vais donner que du sucre, et vous vous rendrez compte vite, au plein cœur de l'été, que vos tomates à un moment elles vont s'arrêter de pousser, et ce sera peut-être qu'en fait vous avez surestimé votre stock. Et à l'inverse, vous pouvez mettre beaucoup de stock, etc. Je vous rends juste attentif à ça, c'est que, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais c'est qu'un problème organique, une accumulation organique, c'est plus dur de revenir en arrière que de foutre des engrais et d'en mettre trop. Ou auquel cas, on arrose et ça part dans la nappe, ce qui n'est pas très bien. Mais pour votre sol, c'est plus facile à gérer que si vous avez mis du bois pendant 5, 6, 7 ans. Là, ça peut être très très compliqué après à réguler. À moins de sortir tout le bois, je sais pas. En tout cas, voilà. Ça va ? Ensuite, ça on l'avait un peu esquissé, quand on va pratiquer en agriculture ou en horticulture, ou en tout cas avec les plantes, on va essayer d'avoir une nomenclature, une classification des plantes
non pas en fonction de la génétique ou je ne sais quoi, on peut s'en servir un petit peu si on veut voir les familles de plantes pour faire des rotations par exemple, mais surtout on va avoir une nomenclature qui nous intéresse nous. Ça c'est celle que moi j'aime bien. Feuilles, fleurs, fruits, racines. Si on cultive une salade, on s'en fout de savoir son ancêtre génétique. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'on veut de la feuille. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour la feuille? Qu'est-ce que c'est une feuille? On avait vu au module numéro 3, la feuille, c'est ce qui fait la croissance, c'est une sorte de jeunesse pour la plante. Et donc, du coup, on va essayer de faire en sorte que la plante, elle reste en croissance tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle reste en croissance tout le temps? Eh bien, on va faire attention aux à-coups de chaud, aux à-coups de froid. On va la protéger du soleil s'il y en a trop avec de l'ombre. On va veiller à ce qu'elle ait toujours de l'eau. On va augmenter les facteurs qui font qu'elle a envie de s'engraisser, en fait, tout simplement. Et l'azote aussi, donc le sucre. On va lui donner pas mal de sucre pour qu'elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, et qu'elle se dit « Voilà, il y a de quoi faire, je ne vais pas encore être adulte et me reproduire, je vais rester encore jeune un peu parce qu'il y a assez. » Par contre, si vous lui privez de quelque chose, par exemple un coup de froid, un coup de soleil, ou un insecte qui vient bouffer les racines, elle va dire « Oh purée, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps à vivre, je fais la fleur. » Voyez. Et là, ça, c'est ce qui nous intéresse ici. Quand ce qu'on cherche, c'est la fleur et ou donc le fruit. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va favoriser la croissance au début, bien évidemment, pour avoir une plante quand même d'assez grande taille. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est récolter du fruit. Donc, on veut qu'elle se reproduise, la plante. On veut lui dire, hé, ma cocotte, reproduis-toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la stresse. On lui dit, ah, tu vas peut-être mourir, on ne sait pas. Hein. Moi, c'est ce que moi, je lui dis. En tout cas, le stress, ça va être quoi? Ça va être justement ça. Ça va être du soleil, ça va être des écarts de température ou des écarts de luminosité. Par exemple, ça je vous l'avais raconté aussi, en horticulture, ils s'amusent pour avoir des fleurs vite. Ils inversent le jour et la nuit. Donc ça veut dire qu'ils donnent 48 heures de jour et pouf, elle sort une fleur alors qu'elle est petite comme ça. C'est assez malin pour leur boulot qui est de faire des belles fleurs de petite taille. Le grossissement du fruit, ça va être quand on voit le fruit se former, on va l'accompagner, si on veut qu'il devienne gros, donc on va lui apporter de l'eau, mais qu'à ce moment-là. Pareil, les à-coups d'eau, ça va être un moyen de favoriser la mise à fleur. On va dire, je l'arrose pas, elle fait ses fleurs, les fruits sont formés, je veux que les fruits grossissent, j'arrose un peu. Vous voyez? Ça peut être des modes, je ne dis pas c'est la façon de faire, je dis ça peut être des modes de réflexion. Et la maturation des fruits, c'est l'inverse. Ce qu'on veut, c'est que ça se charge en sucre. Et peut-être qu'on commence à arrêter d'arroser, peut-être que... Vous voyez? Donc, et la pollinisation, donc là, on peut mettre des ruches, on peut favoriser. Et ce qui est important là aussi à prendre en compte, c'est que si vous cultivez tôt dans la saison, s'il n'y a pas de bourdon et qu'il faut polliniser, admettons que vous avez planté des courgettes très tôt, elles sont en fleurs en ce moment. En ce moment, j'ai vu, il y a 2-3 bourdons qui traînent quand même. Mais il n'y a pas de bourdon, pour X ou Y, où il y a trop de vent, où il pleut. Eh bien, vous pouvez faire la pollinisation de vous-même. Hein. Vous pouvez prendre des fleurs et puis faire comme ça dans les autres fleurs, ou vous pouvez aussi taper avec un balai sur, si vous avez des ficelles avec vos tomates dessus, ça marche. Et du coup, c'est à vous de faire le job de pollinisation parce que les fleurs ont besoin d'être pollinisées, sauf si vous avez des variétés qui se débrouillent toutes seules, ce qui existe aussi. Et après, si ce que vous cherchez, c'est la racine, par exemple sur une carotte, typiquement, eh ben, la racine, c'est quelque chose qui va faire des réserves pour l'année plus tard. Donc du coup, on ne va pas trop favoriser la croissance des feuilles non plus. Un petit peu, parce qu'il faut bien qu'il y ait des feuilles pour faire de la photosynthèse, mais on va pas, si on met des bâches ou des lombres sur une carotte, ça va faire des feuilles, des feuilles, des feuilles. On met de l'ombre, on arrose comme en été plein, ça va faire des feuilles, des belles feuilles hautes, mais il y a de fortes chances que la racine en dessous, il n'y ait pas grand-chose, parce que souvent, quand une plante est occupée à faire des feuilles, elle ne fait pas de racines, parce que elle peut faire les deux en même temps, mais c'est rare, et elle fait souvent l'un au détriment de l'autre. Et donc la racine, c'est ça. On va aussi peut-être la forcer à chercher en profondeur. Donc peut-être arroser beaucoup une fois, après plus. Enfin, vous voyez, on essaye de jouer avec ces leviers-là en sachant que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fait attention au développement foliaire. Donc on n'est pas trop généreux avec elle. Et en plus, on ne veut pas qu'elle monte en graines. On ne veut pas qu'elle fasse les fleurs. Donc on évite de la faire stresser quand c'est critique. C'est-à-dire que si on a une belle rosette avec des feuilles de carotte, eh ben on évite à ce moment-là, s'il fait chaud et sec, d'arrêter d'arroser totalement et de la laisser comme ça, parce qu'il y a de fortes chances que même si c'est une bisannuelle, elle fasse ses fleurs quand même. Parce qu'elle dit, oh mince, j'ai plus le choix, j'ai plus... Donc toujours vérifier, par exemple, que la racine a toujours, au moins au fond, accès à l'eau. Comment on fait ça? On creuse et on regarde. Parce que souvent aussi,
il y a ce dicton qui dit oui, les carottes, on les arrose au début, après on les arrose plus pour qu'elles aillent chercher l'eau. Ouais, mais pour aller chercher l'eau, elles ont besoin d'eau. Puisqu'elles boivent pour se nourrir, pour faire leur corps. Et donc voilà. Donc c'est pas juste par la magie de la photosynthèse qu'elle fabrique des corps physiques. Elle a besoin aussi des nutriments qui sont dans le sol, qu'elle a besoin de prendre dans l'eau. Donc, si votre carotte elle est petite comme ça, qui fait très chaud, très sec, que vous arrêtez d'arroser, et ben, comme il n'y a pas d'eau, elle ne pourra pas aller, même s'il y a de l'eau là, elle ne pourra pas aller la chercher parce qu'elle n'aura pas de l'eau pour pouvoir y aller. Donc pareil, toujours être sûr que si vous arrêtez d'arroser vos carottes, par exemple, et ben, que la racine, elle a atteint la réserve au fond et qu'elle elle est libre d'aller plus en profondeur. Vous voyez ? Donc ça, c'est la nomenclature qui est pour nous. Ça va ? Et donc, maintenant, on va passer au cas pratique à proprement parler. Hop, premier cas pratique, c'est chez nous, parce qu'on est des très mauvais cultivateurs. Vous voyez, là, c'est pas très très normal. Là, c'est pas très très normal. Alors souvent, les gens, quand ils viennent, ils disent « c'est le pchit-pchit ». Mais non, on met pas trop de chimiques, donc c'est pas les pchit-pchit. C'est pas parce que vous avez vu ça une fois à la télé que, oui, effectivement, ça pourrait être une brûlure de désherbant chimique, mais c'est pas une désherbant chimique. Surtout pas sur de la roquette en plus. Donc du coup, on arrive devant ça et on se dit, mince. Alors la première chose, avant de commencer à se prendre la tête, à réfléchir, il y a deux facteurs qu'il faut éliminer tout de suite et qui des fois ils sont plus simples à chercher que de commencer à réfléchir. C'est un, est-ce qu'il n'y a pas un insecte ou quelque chose qui a mangé quoi que ce soit? Parce que souvent en fait, c'est juste des rongeurs, ils sont en train de bouffer les racines ou des petits vers. Et donc en fait, vous êtes là en train de vous dire, ah, c'est peut-être que j'ai pas donné assez d'eau. Non, non. Donc vous creusez un peu, vous regardez, vous touchez la plante pour voir si elle tient bien. Si vous la prenez dans les doigts et que ça bouge un peu facilement, bon, vous avez le droit peut-être de l'arracher en essayant de creuser. Parce que si vous arrachez, qu'elle a les racines cassées, vous n'allez pas voir. Donc il faut essayer de creuser et de sortir un maximum de racines pour voir si oui ou non elles ont été découpées, mangées, etc. Donc ça, c'est la première chose à éliminer. Est-ce que oui ou non, ce ne serait pas juste qu'il y a quelqu'un qui se sert à ma place? Une fois que vous avez dit non, c'est bon, il n'y a personne, la deuxième chose, c'est est-ce que ce ne serait pas juste, et c'est le cas ici, c'est pour ça que je le dis, un stress lié à la plantation. Toutes les plantes, quand vous les plantez, surtout quand vous les preniez d'une serre, il y a un stress. Parce que c'est un nouvel environnement, donc souvent elles vont faire les feuilles violettes, elles vont laisser tomber les premières feuilles, elles vont mourir pour laisser le truc. Donc des fois vous dites, ah j'ai des champignons, mais elle est malade. Non, elle n'est pas malade, elle est juste en train de dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je prends tout ce qui me reste pour être sûr de là où je suis. Et donc là en fait c'était juste ça. C'était des stress climatiques, on les a plantés, il a fait froid alors qu'elles étaient dans une serre à peu près correcte. Et dans leur petit pot tranquille, et là, il y a c'est quoi ce sol, c'est pas la même température que mon pot, etc. Vous voyez? Donc ça c'est une fois qu'on a fait ces deux choses, donc là on le sait, on passe à autre chose, c'est bon, c'est pas besoin de passer à la hiérarchie. Ensuite, ça je vous ai montré, c'est chez nous aussi, alors c'est pas notre champ. Vous remarquez pas un truc louche? Ouais, la tâche. Ça c'est moi, c'est pas une tâche, c'est mon nom. Là il y a une tâche, et donc ça c'était pour vous rappeler à quel point tout change tout le temps et tout est toujours particulier. C'est pas très grand ici, je ne sais pas si on s'en rend compte, ça doit faire 500 mètres carrés à peu près. Et là, il y a du fumier, il a mis du fumier, là on voit un peu partout, et là il y en a, et là il ne s'est pas décomposé. Je ne sais pas si ça se voit, mais est-ce que vous voyez pourquoi? Vous arrivez à comprendre pourquoi? C'est ça, c'est une cuvette. Donc là en fait c'est topographiquement, la cause elle est à chercher juste topographiquement, c'est que là en fait il y a trop d'eau, l'eau qui s'accumule, et donc du coup pas assez d'air, et donc du coup pas de décomposition. Ou une décomposition d'une certaine façon très lente, tout ce que vous voulez. Et donc vous voyez, donc là, ici, si ce qu'on cherche à faire c'est décomposer, on ne va pas faire la même chose ici que ici. Puisque c'est pas pareil. Vous voyez, et pourtant c'est très très proche. Donc ça c'était juste pour vous rendre sensible au fait qu'il faut aussi prendre en compte que les environnements sont différents. Donc ce que vous pouvez faire, après avoir vu tout ça, c'est aussi regarder comment sont les plantes autour. Par exemple, vous avez des plantes qui sont comme ça, et vous dites, oui, j'ai un problème, mais regardez juste si c'est le cas partout. Si c'est pas juste à cet endroit, si c'est juste à cet endroit et que toutes les autres plantes, elles vont bien, bah c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié à l'endroit où c'est. Ça peut être des fois juste, c'est à côté de votre maison, il y a la gouttière qui est percée et ça tombe dedans. Vous voyez, nous on a un endroit au champ
où il y a un bâtiment et il n'y a pas de gouttière, donc il y a l'eau. Et souvent, je m'amuse quand il y a des... Regarde là, qu'est-ce que tu imagines? Quel est le facteur le plus important ici pour les plantes? C'est l'exposition, oh, machin. Je dis non, regarde. Ah, bah il y a le bâtiment. Bah oui, il y a le bâtiment qui fait je sais pas combien de mètres de haut, 30 mètres de long. Et du coup, ce bâtiment, non seulement il fait de l'ombre, mais en plus, il n'a pas de gouttière. Donc, du coup, quand il pleut, c'est la cascade. Et donc, moi, à cet endroit, je suis obligé de prendre en compte ce facteur qui n'est pas dans le reste du champ, puisque c'est plus loin du bâtiment. Vous voyez, donc ça aussi, la localité. Donc ça, comment vous faites? Eh bien, vous regardez, avant de vous concentrer, de dire, ah, est-ce que j'ai donné à manger ou pas? Vous regardez, vous dites, est-ce que c'est que là ou est-ce que c'est tout? Si c'est tout, alors là, on commence à rentrer dans le sujet. Donc, par exemple, vous avez des feuilles comme ça, qui sont jaunes. Vous observez ça, c'est assez généralisé, en tout cas sur toutes les plantes du même type. Et vous dites, pourquoi mes feuilles sont jaunes? Donc on regarde dans l'ordre. Premier critère, la température. Donc est-ce que ma plante a eu assez chaud? Est-ce qu'elle n'a pas eu trop froid à un moment? Est-ce que Non. Elle a eu la température qu'il lui fallait, quand il lui fallait. Il n'y a pas eu de trop gros stress ou des petits, mais ce n'est pas trop grave. Donc c'est pas ça. Air et eau. Comment est-ce que vous faites pour savoir s'il y a assez d'air ou assez d'eau? Eh bien, vous mettez votre main dans le sol, vous prenez une petite pelle, vous faites un petit trou à côté, et vous prenez votre sol. S'il est sec comme ça, bon, ben c'est que vous n'avez peut-être pas assez d'eau. Et si quand vous appuyez, il y a de l'eau qui sort, de l'eau libre qui sort de votre sol, c'est peut-être qu'il y a trop d'eau. Une feuille jaune, ça peut être les deux cas. Ça peut être trop d'eau ou pas assez d'eau. Là, il se trouve que ce n'était pas assez d'eau. Mais ça peut être les deux. Donc du coup, la seule manière que vous avez de savoir, ben, c'est de regarder dans votre sol. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier cas. Donc si vous avez trop d'eau, vous voyez, bah, vous arrêtez d'arroser, ou alors vous mettez en place des rigoles pour trucs, ou alors vous grattez votre sol pour l'aérer, ou alors, vous voyez, là vous avez des leviers biologiques ou pas biologiques d'interagir avec ça, et c'est à vous de choisir. La poésie du fond de l'affaire, vous vous débrouillez. Et un autre cas que ça peut être, donc là, on continue. Température, c'était bon, air et eau, ben non... j'ai l'impression que ça va, il y a de l'air, il y a de l'eau. Dans le doute, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas assez d'eau, j'arrose un peu et je reviens 2-3 jours après pour voir, ça ne change rien. Bon, bah, c'est que c'est pas... J'arrête d'arroser pendant 2-3 jours, ça ne change toujours rien, donc ce n'est pas une relation de l'air à l'eau. Donc je continue, c'est quoi après? Nutriments à manger. Ah, bah, il y a peut-être un problème. Et bah, là, vous avez le droit, si vous voulez, de regarder, mais il faut être sûr que ce soit ça, et c'est très rare que ce soit ça. Feuille jaune, carence. Et vous regardez, vous avez des carences, et du coup ça pourrait être une carence d'azote. Donc là vous pouvez essayer d'apporter de l'azote. L'azote c'est du sucre, donc du coup vous pouvez essayer de mettre par exemple de la vinasse de betterave, ou de mettre quelque chose qui se décompose vite, pour voir si ça réagit, si ça reverdit, etc. Et ben, c'est que c'était ça le problème. Et donc l'année d'après vous savez que vous avez peut-être pas assez de sucre dans votre sol. Vous voyez? Ça c'est le cas numéro 3. Autre cas pratique, vous allez dans vos tomates. Oh, elles sont malades. Non mais attends, on se calme. Est-ce qu'il n'y a pas de ravageurs? Non. Est-ce que est-ce que c'est partout pareil? Oui. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'eau? Trop d'eau? On regarde. Et là, notre sol est humide. Et donc on se dit, bah, il y a assez d'eau. Mais quand on appuie dessus, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de l'eau qui sort. Et en plus, il n'est pas nécessairement super friable. Donc là, on peut s'arrêter 5 minutes et se dire, ok, est-ce que mon sol ne garde pas l'eau pour lui? Je vous avais dit ça, quand l'argile, il garde l'eau comme une éponge. Et donc là, on peut faire l'expérience. On prend une petite boulette de terre, et puis on la roule, on essaie de faire un bracelet, on regarde comment il se comporte à l'eau, est-ce qu'on peut faire de la poterie ou pas. Et si on peut faire de la poterie, bah, c'est que ça garde l'eau. Ensuite, on peut regarder au microscope et regarder, est-ce qu'on voit des grains de sable? Non, on ne voit pas des grains de sable, donc c'est que ma terre a un lien avec l'eau très particulier, et donc que potentiellement elle garde l'eau. Et donc ça voudrait dire qu'en fait ma plante, ses racines ne sont pas assez fortes comme dans l'éponge pour aspirer l'eau qu'il y a dans l'éponge, parce qu'il ne reste pas assez d'eau dans l'éponge, mon sol, pour ça. Donc il la garde pour lui. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, arroser un petit peu plus, pour que la quantité d'eau dans l'éponge soit un peu plus grande, pour que ce soit plus facile à retirer. Vous voyez? Ça, c'est un autre exemple
de cas pratiques. Après, je regarde juste. Si ce que je veux, autre cas pratique, là il n'y a pas de photo, c'est plus de rendement. Moi je veux bouffer plus, les plus grosses carottes, j'en ai marre d'avoir des petites carottes. Et ben, si on veut plus de rendement, là c'est pareil, vous avez différents leviers. Par exemple, la précocité, vous pouvez jouer sur la précocité, c'est-à-dire planter plus tôt pour avoir plus de rendement, non pas en quantité, mais en rotation. Parce que plus vous plantez tôt, plus vous récoltez tôt, plus la place est libre pour mettre quelque chose derrière. Nous, c'est ce qu'on fait parce qu'on a un terrain trop petit. Vous voyez, c'est la première chose, d'avoir plus de rendement en global. Ensuite, la meilleure manière d'avoir plus de rendement, c'est de suivre ces cultures. C'est d'être attentif, c'est de prendre du temps. Ça, franchement, c'est la clé. Et de réfléchir par soi-même, sans méthode. C'est-à-dire de faire tout ce travail-là, de température, air, eau, de regarder. C'est pas facile, ça prend du temps, vous vous tromperez souvent, mais c'est la meilleure façon d'avoir du rendement, c'est celle-là. Parce qu'on est attentif et du coup, on prend souvent des décisions que Google ne peut pas prendre pour nous. L'irrigation, c'est aussi un levier pour avoir plus de rendement. Plus vous arrosez, plus les plantes elles sont grosses. C'est assez classique. Les nutriments aussi, sauf que, ça je vais le dire après, les nutriments aussi, donc vous pouvez mettre plus ou moins d'engrais ou de fumier ou de ce que vous voulez pour booster. Et enfin, les rotations, ça va être une manière aussi d'augmenter le rendement parce que en ne cultivant pas toujours au même endroit, vous avez moins de risques d'avoir des problèmes pathologiques, des vers qui s'installent et qui aiment bien ce légume, ou alors le fait que la tomate, elle prend toujours la même chose dans le sol et qu'à un moment, il vient en manquer. Vous voyez ? Et l'un n'est pas mieux que l'autre, c'est juste différents leviers sur lesquels vous avez. Ayez en tête, ce qu'on avait vu au module 3, c'est que tout ce qui a un effet bénéfique sur la croissance du vivant, ça fait comme ça, et à un moment, c'est dépréciatif. Ça veut dire, vous mettez de l'engrais au début un petit peu, oh ça marche, un petit peu plus, ça marche, ça marche, ça marche. Vient un moment où vous mettez de l'engrais plus, ça a un effet négatif, c'est du poison pour vos plantes. Et ça vaut pour tout. Ça veut dire que si vous remarquez qu'en grattant votre sol, c'est-à-dire en l'aérant un peu, les plantes elles se sentent mieux en binant. Souvent quand on bine, ça peut avoir un regain de vigueur chez les plantes, parce que de un, on amène de l'air, mais surtout aussi parce qu'on casse les fils d'évaporation qui se sont créés, qui font que l'eau s'évapore, et en plus on détruit les plantes adventices, moi j'aime bien dire mauvaises herbes, pourquoi on aurait pu dire mauvaises herbes, les mauvaises herbes qui peuvent être en concurrence avec votre plante, peuvent, pas tout le temps mais peuvent, et ensuite, ça c'est quelque chose dont on n'a pas trop conscience, c'est que vous tuez une quantité de microbes et tout ça, et qu'en fait ça donne des cadavres dont d'autres microbes vont se nourrir, et comme c'est les microbes qui décomposent, vous voyez, vous avez aussi des choses invisibles qui se passent. Mais vous pouvez biner, ça marche, ça marche, ça marche, mais si vous binez trop, à un moment, il n'y a plus d'eau, vous cassez tout, vous tuez trop, c'est dépréciatif. L'arrosage, c'est pareil, au début vous donnez de l'eau, ça grossit, à un moment ça pourrira. Vous voyez, donc tous les facteurs qui sont bénéfiques sont à un moment dépréciatifs sur ce que vous allez faire. Donc ça ne sert à rien de croire que c'est magique. Et en plus, ça j'avais rendu attentif, je ne vois pas pourquoi la matière organique, donc le fait de mettre de la paille et tout ça, n'aurait pas le même effet à terme. À un moment aussi, ça va poser des problèmes, puisque tout pose des problèmes à un moment ou à un autre. Donc ça aussi, faites attention. Et ensuite, là, je vais parler d'un cas pratique un peu plus technique, parce que aussi, ce qui compte, c'est ce que vous voulez faire. Hein. Au final, il n'y a que ça qui compte. Parce que là, il y a des gens qui veulent plus de rendement parce qu'ils veulent être autosuffisants. Il y a des gens qui veulent pas de rendement, mais qui veulent accueillir la biodiversité, et tout est bien. Ce qui compte, c'est votre pratique et que vous incarnez votre pratique. C'est la seule chose qui est importante. Et si vous avez des poireaux moches, mais que vous êtes content parce que vous avez des belles fleurs et des vers de terre, parce que vous voulez absolument des vers de terre, c'est bien, c'est chouette. Mais si vous n'avez pas de vers de terre, mais que votre objectif, c'est la production, produire longtemps et beaucoup, et que vous y arrivez, c'est pas un souci non plus. Maintenant, je vais passer à un cas pratique un peu plus technique, on va dire, un peu plus compliqué. C'est si vous êtes dans le cas d'une altérite. Ça veut dire que vous avez fait votre terrain, et pour faire votre terrain, vous avez creusé dans le caillou, parce que vous aviez le caillou juste devant, et vous avez mis le caillou un peu partout. Vous voyez, vous avez fait une terrasse pour que ce soit à peu près plat. Et vous avez plus de cailloux que de terre. Donc, si c'est du grès, vous avez un sol assez rose, etc. Donc là, vous l'avez dit, c'est plus un sol, c'est une altérite, c'est-à-dire que c'est juste un caillou
découpé très finement. Et un sol, c'est un système dynamique où il y a toujours et de la matière minérale, donc du caillou, et de la matière organique vivante, et c'est quelque chose où il y a des échanges, et ça a une histoire assez longue. Là, vous créez l'histoire du début. Et ça, pour moi, ça a été longtemps, parce que ça s'observe souvent en maraîchage, surtout dans notre région, ça a été souvent le casse-tête, c'est de dire dans quelle mesure il est possible de partir du caillou et de créer un sol. Parce qu'au final, ça peut arriver. Et selon les cas, vous êtes souvent sur du sable rose, et auquel cas, c'est plus une altérite qu'un sol. Et donc là, comment est-ce qu'on va faire? Et bien, ce qu'on sait, c'est que on veut créer une dynamique où la matière organique a un rôle. Puisqu'on a dit, c'est de la matière minérale et de la matière organique. Nous, on n'en a qu'un des deux. Et donc, on va dire, mais on sait que c'est un mélange des deux. Parce que si vous mettez juste du bois, ça va juste faire du bois et du caillou. Ça ne va rien faire. Donc vous savez que vous, votre job, là, ça va être d'incorporer de la matière organique et de l'incorporer de la façon selon laquelle elle va se mélanger et créer un système avec votre sol. Ça veut dire que ça ne va pas juste être deux couches et des insectes qui passent au milieu et qui font pas grand-chose. Donc si vous avez du rose et du noir, c'est pas bien. Si votre sol il devient que noir, c'est pas forcément bien non plus. Donc attention à la couleur. Et je vous dis ça parce que ça, je l'ai vu en cas pratique chez une collègue. Et ce qui était marrant, mais je ne sais pas si je vous l'avais raconté, elle avait envoyé une analyse de sol de ça. Et le labo, il avait dit le top. Il y a tout. Il y a les minéraux parce que le grès, il y a quand même à peu près tout ce qu'il faut. Et comme elle avait mis du compost, du compost, du compost, du compost, du compost, du compost, il y a 8% matière organique. C'est génial et tout. Et moi, elle me dit, tu peux juste venir voir. Et je lui dis, bah moi là, si tu as... Là, en l'état, dans une altérite avec des petits bouts de matière organique décomposée, s'il y a plus que 1% de matière organique, c'est hyper louche. Elle me dit, ah ouais, il y a beaucoup plus. Je dis, bah oui, mais ça, le labo, ils ne peuvent pas le savoir, que tu as creusé ta montagne et que tu as aplati. Et donc là, il faut réfléchir sur créer cette dynamique. Donc du coup, mélanger de la matière organique qu'on incorpore, donc on met dans le sol, pas uniquement en surface forcément, et on va essayer de déjà sélectionner la matière organique pour qu'elle soit capable de se mélanger, donc il y ait tous les étages, et le sucre et la matière, enfin qu'il y ait tous les processus de fermentation, pas juste un, pas juste le rapide, pas juste le long. Si vous faites juste le long, ça va juste faire deux couches séparées. Si vous faites juste le rapide, ça va juste avoir peut-être un effet sur le court terme, mais après c'est fini et ça ne va pas créer un sol sur le long terme. Et de faire tout ça au bon moment. Ça veut dire que dans une altérite degré, eh ben, il faut qu'il fasse assez chaud, il faut qu'il y ait assez d'eau, et donc vous repartez de votre critère, et donc vous ne mettez pas en plein gel du truc en espérant que ça va marcher. Non, vous mettez au printemps ou à l'automne suffisamment tôt, et puis vous veillez à ce que ça s'incorpore. Et moi je pense que c'est largement possible, quoi. Mais là on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais vous n'avez pas besoin d'inventer des trucs hyper compliqués, il vous suffit de savoir ce que vous voulez faire. Donc vous voulez faire de ce caillou un sol. Qu'est-ce qu'il y a de plus que du caillou dans le sol? De la matière organique, ok, ça met longtemps à se décomposer, pas longtemps, et puis vous travaillez comme ça. Ça va? Ok, bon, maintenant je vais répondre aux questions. J'espère qu'il y en aura plein, n'hésitez pas à les poser. Je voulais juste, avant de finir, vous remercier d'avoir rémunéré mon travail de recherche, et j'espère que mon blabla, il vous aura donné un peu de sens dans votre existence, et en tout cas, voilà, je suis super content d'avoir fait ça. C'était la première fois pour moi, donc j'espère que j'étais pas trop à l'arrache, pas trop tout ça. Et ce que je veux encore vous dire une dernière fois, c'est n'oubliez pas le fond de l'affaire, la poésie du fond de l'affaire. Débrouillez-vous. Et maintenant, posez-moi toutes vos questions pratiques et on va essayer de les observer directement. Bon, ma question principale, c'était de respecter la terre que j'avais et de planter ce qui convenait à ma terre. Ouais. Alors là, justement, c'est intéressant parce qu'il existe effectivement un concept de vocation du sol. On dit que des sols ils sont plus aptes à porter du blé que d'autres, par exemple. Voilà, oui. Mais moi, j'estime que dans le jardinage, où on est sur un espace assez petit, où on a des possibilités d'arroser et tout ça, on peut faire tout dans tous les sols. C'est juste qu'après, il faut être capable de comprendre les limites de son sol par rapport à la plante qu'on veut mettre. Typiquement, du sable grès et des choux. Ça ne matche pas très bien parce que c'est acide. Les choux, ils ont besoin de beaucoup de base. Et en plus, ça aime les sols un peu humides, voilà, qui traînent. Et les sables, c'est quelque chose qui chauffe vite, qui refroidit vite, qui font des stress. Pas possible. Donc là, du coup, c'est juste tenir en compte de ça. Je prends juste votre tableau.
tenir compte de ça et puis rééquilibrer de l'autre côté. Donc ça veut dire mettre de l'ombre, par exemple, pour le forcer à faire une pomme. Ça veut dire arroser peut-être un peu plus, vous voyez, ou le planter plus tard. Oui, oui, donc moi je suis sur du nain, donc c'est la terre argileuse. Oui, c'est ça ce que vous dites, pente faible, exposition ouest-nord. Donc déjà là, il y a ça à prendre en compte aussi, que vous êtes dans une écriture. Justement, c'est vrai que c'est. En faisant le dessin de mon terrain, je me suis rendu compte, bah oui, mais là c'est normal, j'ai un cerisier qui vient du sud, donc qui met plein d'ombre sur mon potager. Après, il y a un grillage côté sud, donc là c'est pareil. Ah, voilà. Ça- Mais par exemple, ça c'est hyper important parce que ça veut dire que par votre environnement, vous avez peut-être 2 semaines de retard, entre guillemets, sur le développement de la saison. Donc ça, bah, ouais, c'est une chose à prendre en compte. Après, vous avez dit, c'est cultivé depuis 40 ans, donc déjà, ça fait déjà longtemps. Avant, c'était un pré en friche. Donc ça, vous avez dit, les Il a été maisons... emblayé, je me souviens, dans ma jeunesse, c'était un terrain humide, quoi. Il n'y avait que pas des roseaux, mais... Ouais, des joncs. Ouais. Voilà, des joncs, voilà. Ok. Et maintenant, ça ne l'est plus? Ça ne l'est plus. Ok. Incroyable. Remblai, c'est ça, différentes de couleurs. Ah, ça c'est intéressant. Différentes couleurs, une première couche couleur terre, vous voulez dire brun, c'est ça? Oui, voilà. Brun. Et ensuite couleur grise. Et vous avez écrit quoi en dessous? Mastic. Ah, c'est... Oui, ça fait un peu couleur mastic, comme ça. Et vous avez réussi à aller jusqu'au caillou ou pas? Non, non, Non je sais pas, Ok. non. Donc là, on ne peut pas trop savoir parce que ça dépend le caillou. Mais là, ça pourrait être indicateur, justement, et vous avez dit qu'il y a eu, en tout cas, de l'humidité qui stagne, ou en tout cas que l'humidité reste coincée, parce que souvent le gris, s'il n'est pas issu du caillou, c'est que c'est de la matière qui est lessivée, vous avez dit, lavée, et donc du coup qui va du noir au blanc, et qui en fait, c'est l'engorgement en eau qui fait ça. Mais ça reste à voir si c'est pas juste votre caillou qui est gris et qui se décompose de cette façon. Oui, oui. C'est pour ça que j'avais dit. Mais ça, comme vous disiez que c'était une zone humide, ça pourrait être le cas. Et donc là, vous avez déjà une indication qui est importante, c'est que vous avez 2 niveaux de sol et qu'il faut les faire communiquer entre eux et qu'il faut s'assurer que les racines arrivent à aller jusqu'en bas. Et donc, quand vous avez une plante, ça peut être intéressant de regarder si dans le sol en bas, oui ou non, il y a des racines. Est-ce qu'elles arrivent ou est-ce que non, c'est trop compact? Auquel cas, il faut peut-être essayer de remédier à ça de manière physique ou de manière mécanique par un sous-solage, ce qu'on appelle un travail profond du sol, ou alors de manière biologique avec des engrais verts où vous choisissez des plantes qui vont s'implanter pendant l'hiver et qui ont des racines qui vont aller le plus loin possible, pendant plusieurs années peut-être. Parce que ça aussi, les engrais verts, ça n'a pas forcément de sens sur l'année, sauf apporter du sucre parce que vous le broyez et couvrir votre sol, ce qui est déjà pas mal. Mais pour la création du sol en tant que tel, il faut 3 à 5 ans de prairies, voilà, pour vraiment que ça ait un impact sur le fonctionnement du sol en tant que tel. Moi, ma question principale à la fin, c'est surtout, donc j'ai bien compris cette histoire de terre qui se desséchait à la surface et donc il fallait le plus possible garder l'humidité. C'est ça, c'est ce que vous dites, votre terre elle est lisse, elle gratte pas, ça colle, donc ouais, vous avez quelque chose qui est très en affection avec l'eau, Oui. plus ou moins argileux, on le sait pas, on s'en fout un peu, mais en tout cas qui a tendance à garder l'eau a priori. Oui. Et donc là effectivement c'est ne jamais le faire sécher, sinon on est sur ce problème d'éponge où on dirait qu'il y a de l'eau, mais en fait l'eau elle le garde pour elle et elle ne le rend pas aux plantes. Voilà, c'est ça. Et si c'est trop sec, c'est très dur à remouiller après. Et Oui, ça oui, c'est... oui, c'est ça. Et comme l'été dernier, par exemple, c'est tout crevassé. Et là, c'est trop tard après. À travailler, c'est archi dur. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, Oui, oui. pour remouiller ça, il faut immerger presque pendant 1 ou 2 heures pour vraiment réhumidifier tout et que ça se redisloque Donc bien. ma question c'était plutôt ça. Je n'ai pas de paille, avec quoi je peux. Bon, j'ai mis de la fonte, j'ai mis. Je sais pas, est-ce qu'on peut mettre des filaments de carton? Est-ce qu'on. Avec quoi est-ce qu'on Vous peut- avez 2 choix. Soit, enfin plusieurs choix, hein, d'autres choix que j'ignore. Mais vous pouvez, dans un premier cas, dire je vais limiter le phénomène de l'évaporation. Donc, je vais limiter le fait que l'eau parte de mon sol. Auquel cas, un paillage peut être une bonne idée. Mais un paillage ne sert que à empêcher l'eau de sortir. Ça veut dire que si vous mettez un paillage sur un sol sec, ça n'a pas de sens. Puisqu'il n'y a pas d'eau dedans. Et au contraire, ça fait l'effet inverse. Quand vous arrosez, c'est la paille qui boit et elle ne le rend pas au sol. Et il suffit que ça dure assez longtemps. La paille et le sol, il y a une fine couche d'air entre les deux. C'est banco.
C'est impossible qu'il y ait un contact entre la paille et le sol. Donc déjà, un paillage qui soit plastique, carton, paille, feuilles mortes, tout ce que vous voulez, on le met sur un sol humide parce qu'on veut garder l'humidité du sol. Par contre, on a à l'esprit que selon quand on le met aussi, ça peut l'empêcher de se réchauffer. Et on avait vu que les racines, elles ont besoin d'une certaine chaleur dans le sol pour fonctionner. Donc du coup, voilà, il y a une histoire de moment, de moment où le mettre. Mais ça peut être une solution. Mais après, c'est une solution qui, selon les étés, est peut-être pas suffisante dans un sol qui garde l'eau et qui la rend pas. On dit souvent, un argile, quand il a 15% de son poids en eau, c'est pour lui tout seul. 15%, c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut quand même surveiller sous le paillage qu'on n'est pas en train de s'approcher de ça. Comment on le sait? Eh ben, de voir si le sol, quand on le prend, est-ce qu'il se délite facilement? Est-ce qu'il est humide, mais est-ce qu'il n'est pas en train de tout doucement se fermer et de se préparer à former ses crevasses que vous voyez? Parce que ça met du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, si vous observez ça, eh ben, il peut être intéressant d'enlever le paillage, d'arroser avant que ce soit trop tard, de remettre le paillage, vous voyez? Mais ça, c'est une question de jeu. Vous savez juste que votre principal souci, c'est qu'il ne faut surtout pas le laisser sécher, ce coco. Vous voyez? Et donc ça va être le paillage. Mais après, il peut y avoir aussi une gestion, je vais dire, rationnelle de l'irrigation, où ça va être, par exemple, de commencer à arroser un peu plus tôt, même si on a l'impression que le sol est mouillé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez votre sol, vous appuyez, il n'y a pas d'eau qui sort, et quand vous le prenez, il se travaille bien tout en étant humide, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout collant, et bien là, vous pouvez peut-être déjà commencer à arroser, même s'il y a de l'eau. C'est qu'en fait, le sol est ressuyé, donc l'eau en surplus est partie, et du coup, il va commencer à s'évaporer tout doucement. Donc, mais arroser pas beaucoup. Et en plus, là, c'est souvent le moment où on a les cuves pleines, c'est en avril-mai, et donc les cuves, elles se remplissent, donc c'est le moment. Plutôt que de garder la cuve et de la vider en juin, commencer à la vider en avril-mai, voire même là, ces dernières semaines où il avait fait beau, donner l'eau au sol pour qu'il reste dans cet état d'humidité, que son capital ne parte pas, et relaisser la cuve se remplir, parce qu'on sait qu'après, elle ne se remplira plus en juillet-août. Vous voyez? Et après, suivre l'arrosage tout au long de l'été, avec un autre système, par exemple des gouttes à gouttes, et du coup mettre plusieurs lignes de gouttes à gouttes, et arroser, pas grand-chose, mais un peu tout le temps. Vous voyez, pour maintenir cet état d'humidité. Et pourquoi pas mettre des gouttes à gouttes sous la paille? Comme ça, vous avez les deux. Et du coup, vous ne les utiliserez, les gouttes à gouttes, que quand, en soulevant la paille, vous avez vu que votre sol, en fait, là, il fait tellement chaud et sec depuis longtemps que, il a commencé à garder l'eau pour lui, il la rend plus. Donc là, les gouttes à gouttes sous la paille vont vous aider à temporiser ça. Vous voyez? Alors que si ce mouvement est en cours et que vous arrosez par-dessus dans la paille, vous allez avoir une perte de l'eau à travers la paille, et donc vous n'allez pas réussir à freiner forcément correctement, à moins d'arroser beaucoup. Mais comme souvent, ce qu'on cherche à faire, c'est quand même économiser l'eau, voyez. Et en fait, ça, c'est les différents leviers que vous avez, mais votre objectif principal, c'est, je veux pas que mon sol, il sèche, parce que je sais que quand il sèche, même s'il a encore de l'eau, il la partage pas, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas sur un sable, qui sèche vite, mais par contre, si vous mettez de l'eau, il la donne directement aux plantes. Et après, je sais pas s'il y avait autre chose. Non. Mais c'est super intéressant, et c'est vrai que là on est sur un type d'agriculture qui est très particulier parce que le sol a un rôle très important. Et en plus là chez vous il y a deux horizons, donc il y a ça prend beaucoup d'importance. Alors que quand on est sur un sol, on va dire homogène, sableux, qui a peu d'influence en tant que tel, on travaille plus sur la plante, sur notre chose, que sur le sol en tant que tel. Parce qu'un sable, on l'empêche pas de se refermer, il se referme pas de toute façon. Sauf s'il est trop fin et que du coup il colmate. Mais voilà, et après je regarde juste ce que vous aviez mis. Le boudin. Là vous avez dit que le boudin casse, donc ça veut dire que vous avez quand même un peu de sable au fond. Donc c'est une bonne nouvelle dans votre truc. Sans trop arroser, ouais. Combien de temps par... Oui. Vive la retraite, vous pouvez arroser tous les jours, c'est bien. Ouais, c'est bien d'être tous les... C'est vrai que ça dépend aussi. Combien de temps vous pouvez accorder à votre jardin? Est-ce que vous n'êtes pas là pendant certaines périodes? Et du coup, ça va adapter vos pratiques. Du coup, ça, c'est hyper important aussi. Moi, au début, j'avais commencé aussi l'école d'agriculture, les fermes dans lesquelles j'avais travaillé. J'avais mes idées. J'avais des paysans qui m'avaient plus plu que d'autres. Alors, quand eux, ils me disaient quelque chose, je faisais ce qu'ils disaient. Et j'ai commencé. Nous, on a commencé à la ferme par mettre du compost à gogo. Parce que c'était ça le truc, quoi. Jusqu'à que j'ai commencé à lire. Et puis, en fait, et que surtout, j'ai remarqué que nous, on partait d'un sol très brun et qui devenait noir-gris. Et en fait, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais attends, ça fait 3 ans on est là.
la terre, elle change, je le vois. Est-ce que c'est bien parce que j'ai mis du compost et qu'il y a des vers de terre? Et j'ai commencé à me poser la question. Et là, ça fait... Maintenant, on a arrêté de mettre du compost. Ça marche tout aussi bien, j'ai remarqué. Donc, du coup, déjà, on économise des sous. Et surtout, j'étais en train de faire un truc, je ne savais même pas pourquoi on faisait ça. Et c'est idiot, en fait. Quand on y pense 5 minutes, c'est complètement idiot. Donc, c'est vrai que de dire, OK, pourquoi je mets ça à ce moment? Pourquoi pas à tel autre moment? Et en fait, quand on commence à se poser ce genre de questions, on se rend compte qu'on travaille vachement mieux. Mais juste parce qu'on sait ce qu'on fait. Et ça paraît complètement idiot, mais pourtant, c'est vraiment ça qui compte, je trouve. C'est pareil avec la paille ou les vers de terre. C'est bien de... Oui, les vers de terre, c'est bien, oui, mais c'est pas... On ne sait pas, on n'a pas de connaissance en soi parce qu'on a cette phrase dans la tête, parce qu'on a entendu un mec intelligent nous la dire. On n'a pas ça. Et si dans notre sol, quand j'avais fait le tour de jardin, je ne sais pas si je vais raconter ça, il y avait une dame, elle avait justement dans son sol beaucoup de vers de terre, mais elle avait un problème, c'est qu'il n'y avait rien qui poussait. Et j'arrive dans son jardin, effectivement, elle avait les légumes, ça tirait vraiment la gueule. Et donc elle me dit, ouais, voilà, ça fait 2 ans, j'ai essayé de faire ça, machin. Donc elle était très convaincue par la permaculture et tout ça, que je critique pas, hein, vraiment, personnellement, je critique pas ça. Et elle me dit, mais voilà, ça pousse pas. Alors je lui dis, bah, on s'en fout de la permaculture pour l'instant, on va juste regarder votre sol. Et on a fait tout ce travail qu'on a fait ensemble. On a essayé de comprendre, elle était orientée nord, donc blablabla. On a fait tout le cheminement. Et donc, là arrive sa maman. Je vous raconte ça parce que c'était marrant comment ça s'est passé. Et elle dit, mais je t'ai dit, dans ta terre, t'as pas assez de vers de terre, elle est pas fertile, machin. Et là, sa fille, elle se met comme ça, elle enlève la paille et elle prend une motte de terre. Et c'est vrai qu'il y avait une quantité de vers de terre hallucinante. Et elle fait, mais si on regarde tous les vers de terre que j'ai de la bonne terre, j'ai de la bonne terre. Et elle commençait à se prendre la tête, ma fille, ensemble. Et là, je lui ai dit, stop. Votre dispute, ça m'intéresse pas. Mais par contre, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous m'appelez, vous dites, il n'y a rien qui pousse, je comprends pas, ça marche pas. Et là, maintenant, 5 minutes après, vous dites, j'ai une super terre hyper fertile parce que j'ai des vers de terre. Moi, je sais pas, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est contradictoire. Et là, elle dit, ah ouais, je dis, bah oui. Je dis, donc c'est que le ver de terre, il n'a aucun lien chez vous avec ça pousse ou ça pousse pas. Et ce qui a raison là, c'est pas le ver de terre et l'idée que vous faites du ver de terre, c'est votre poireau qui dit, oh mon Dieu, c'est horrible ici. Et donc on a travaillé, etc. Et voilà. Et on est arrivé à des choses, j'ai dit, voilà, donc maintenant, à travers la pratique, il faut que vous y arriviez à faire votre propre connaissance. Et pareil, là, je ne peux pas avoir beaucoup... C'est comme là, je vous donne des pistes, mais ça ne reste que des pistes parce que je ne peux pas avoir la connaissance que vous pourriez créer dans votre jardin parce qu'il y a trop de choses à prendre en compte que déjà, vous, en tant que praticien, vous n'arriverez pas à prendre en compte, mais qu'en plus, moi, ce n'est pas en 1 ou 2 visites que je peux ressentir tout ce que vous pouvez ressentir. Et donc, si le terrain est engorgé en eau au mois d'octobre, je ne peux pas le savoir parce que je ne vais pas venir au mois d'octobre exprès voir. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une autre interrogation ou autre chose à partager? Je sais pas. Ouais, moi j'avais des questions là, sur le fait de le sol en grès, sur lequel il faut faire des apports en chaux. Moi j'ai jamais pratiqué ça, je me demandais comment on cholait, quand est-ce qu'on cholait et combien on cholait, parce que j'imagine que le surplus, pareil, ça va être un gros problème. Est-ce qu'on chole à la main? Oui, on choule à la main. Alors, on choule comme on peut. Si on a un tracteur qui choule, on peut chouler avec un tracteur qui choule. Mais la première chose, c'est que c'est impossible de mettre trop de chaux dans un sol acide. Je ne vois pas par quel miracle ce serait possible. Et en plus, comme c'est soluble, hélas, c'est à refaire chaque année. Donc l'idée, c'est plutôt de mettre la bonne quantité pour pas que tout parte n'importe où, économiser du temps, de l'argent et tout ça. Et en moyenne, ça c'est une moyenne... c'est 500 kg/hectare, donc par mètre carré, divisé par 10 000. C'est pas grand-chose en fait. C'est pas grand-chose. Et quand est-ce qu'on l'apporte? Eh ben, si on est sur un sol qui est sableux, auquel cas on sait très bien qu'il n'a pas de caractère en tant que tel, c'est juste des grains de sable, quoi. Donc il n'a pas de structure comme l'argile ou des choses comme ça. Et ben du coup, on le met quand il y a des êtres vivants qui sont capables de le gérer. Parce que si on le met en hiver, c'est juste la pluie qui va s'en charger, elle va l'emmener, au printemps il n'y en a plus beaucoup. Donc on essaye de le mettre au plus près de tous les critères qui rentrent en ligne de compte, donc au plus près de la température qui intéresse la vie, au plus près de l'état du sol avec assez d'air et assez d'eau pour la vie, et donc c'est souvent au printemps, quoi.
Dans un sol comme ça. Après, dans un sol plus compact, qui garde plus les choses, et bah, du coup, là, on peut essayer de le mettre en automne. Et est-ce que tu incorporerais, pareil, sur un principe de sol altérite, de la chaux dans le mélange que tu vas essayer de reproduire, ou est-ce que tu le mettrais essentiellement en surface? Bah, l'avantage du calcaire, c'est que souvent, ça dépend de la mouture que vous avez pris aussi, parce que le calcaire, vous pouvez l'acheter à la... Purée, comment ça s'appelle où ils creusent la montagne? La carrière, merci. Vous pouvez l'acheter directement à la carrière, et là, vous avez des granulométries, des tailles de grains de calcaire qui dépendent. Si elle est moulue assez finement, bah là, vous en foutez parce que la pluie va se charger de le mélanger à votre sol. Donc ça, c'est pas un problème, vous pouvez le jeter sans vous embêter à mélanger. Par contre, si c'est des cailloux un peu plus gros, bah là, oui, ça va être intéressant de le mélanger parce que les phénomènes de décomposition sont des phénomènes de surface. Donc plus il y a de la surface en contact avec la niche écologique des êtres vivants, c'est-à-dire le sol, plus ça va jouer. Donc plus il y aura des phénomènes de décomposition. Plus vous l'apportez finement, plus il va avoir un effet direct, le calcaire, donc apporter des bases facilement, mais plus il va disparaître vite de votre sol aussi. Vous voyez? Et donc ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez accompagner votre sol. Est-ce que vous voulez l'accompagner plutôt sur le long terme, ça c'est à vous de voir, quoi. Et comment est-ce qu'on sait si un sol a besoin de calcaire ou pas? Eh ben, on prend une pipette avec de l'acide chlorhydrique, avec un peu d'eau, mais vous pouvez mettre juste de l'acide, si vous voulez, et vous mettez sur votre sol. Si ça fait pshhh, et qu'il y a de la mousse, c'est qu'il y a du calcaire, parce que l'acide va se battre avec le calcaire, en quelque sorte. Et donc c'est bon. Si ça fait rien, c'est qu'il n'y en a pas, et donc du coup, voilà. Et je vous dis ça aussi, il peut être intéressant, si vous avez un doute, de le faire à plusieurs endroits, parce que j'étais à Montbronn chez quelqu'un qui avait un jardin, et je lui avais dit ça justement, je lui ai dit, ah, votre sol n'est pas calcaire, on regarde et tout. Et je dis, mais par acquis de conscience, je vais le faire un peu partout. Et là, je fais, pshhh. Je dis, ah ouais, ok, mince. Et je lui dis, mais vous avez cholé? Oui, une fois, il y a 8 ans. Je dis, ah, non, mais c'est pas ça, c'est sûr. Et on regarde, et on va jusqu'au caillou, et en fait, il avait une veine calcaire en plein milieu de son jardin. Bon, il avait un grand jardin, il n'avait pas un petit jardin, il avait un assez grand jardin. Mais en plein milieu, il avait une veine calcaire. C'est fou! Et ça, on ne peut pas savoir. Et je vous avais aussi montré la photo du fond de vallée, où vous aviez ici un sol gréseux, sableux, et ici, pas calcaire, et ici, parce que le sol avait été charrié par l'eau et qui venait d'ailleurs, il était calcaire. Vous voyez? Donc ça, c'est de l'acide. Ça, vous le renversez sur... Vous n'avez pas besoin d'une pipette, hein, vous pouvez le renverser. Ça ne brûle pas les mains, ça déchire les vêtements. Et du coup, vous le renversez et vous regardez. Si ça fait de la mousse et de l'effervescence, c'est qu'il y en a. Il faut aussi tendre l'oreille. Si ça fait juste le bruit, c'est que c'est bon aussi. Et donc, du coup, et après, ça, c'est à faire chaque année, au meilleur moment, selon votre type de sol et selon au plus près, en fait, de votre truc. Alors, par contre, la seule chose... Ah oui, ça, c'est un peu technique, c'est que on a dit le vivant produit que de l'acide, et l'acide et les bases chimiques, elles se castagnent entre elles. Donc si vous mettez de la matière organique, il faut éviter de mettre les deux piles en même temps, puisque du coup vous allez avoir des phénomènes de concurrence, et donc elles vont s'annuler l'un l'autre. C'est pas aussi magique que ça, en vrai, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez mettre les deux en même temps, mais vous allez perdre et un peu du pouvoir du fumier par exemple, et un peu de la qualité de la chaux. Donc c'est plus intéressant de mettre d'abord la chaux, d'attendre quelques jours et après de mettre la matière organique. Juste pour éviter qu'il y ait de la chamaillerie entre les deux qui sont de principes opposés. Et après vous pouvez mettre, nous on a déjà mis les deux en même temps, ça marche quand même. Et après si vous voulez savoir si vous avez mis du calcaire, là je vais vous poser la question, vous avez mis du calcaire peut-être en mouture assez grosse, mais pas trop grosse non plus, et vous vous demandez si il faut en remettre l'année d'après. Comment vous faites? Ouais, ça. On regarde déjà si on voit des grains, et après on regarde, on renverse un peu d'acide. Si ça fait pchit, c'est qu'en fait, a priori, il en reste encore. Et on refait ça au début du printemps, pour être sûr que c'est pas parti après dans les pluies d'avant, quoi. Et ça, pareil, c'est très très simple. C'est vous l'observez, vous le regardez. Et alors après, on en avait discuté, la chaux a un impact sur l'environnement puisqu'elle va changer la flore de votre sol, mais c'est ce que vous cherchez à faire vous dans votre potager. Mais voilà, donc c'est que ça va transformer un sol acide en sol moins acide. Forcément, ça a des impacts écosystémiques qui existent, mais que je
je pense qu'en culture, c'est quand même ce qu'on cherche à faire, en tout cas dans un potager, quoi, où on a des plantes qui ont besoin de ces bases-là. Et après, autre chose aussi, alors ça c'est vraiment technique, et c'est que j'ai jamais compris, c'est que souvent on dit c'est le calcium qui est basique. Et en fait, c'est pas le calcium qui est basique. Le calcium, en chimie, c'est considéré comme un acide négligeable, acide faible. Et il y a eu des études, et en plus, c'est des gens qui sont très dans l'agriculture bio, qui ont été faites et qui ont démontré que la puissance de la chaux, c'est dans le carbonate, c'est pas le calcium qui joue le rôle de base, c'est le reste. Et pourtant, moi, j'ai jamais compris. On nous parle toujours de ça, de l'ion calcium, etc. J'ai jamais réussi à comprendre, alors que c'est démontrer que c'est scientifique et qu'en plus il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce qu'on disait toujours le calcium c'est la base? Non, le calcium c'est pas la base c'est les carbonates et c'est les carbonates en tant que tels qui ont un effet basique. Donc ça aussi faites attention, ne vous dites pas je vais mettre du lait et puis ça va marcher. C'est une erreur agronomique de penser ça. Alors, je sais pas, toi tu sais pourquoi j'avais dit ça? Ouais, mais dans le langage courant, de toute façon, entre la chimie et la physique, c'est toujours. Enfin, entre la chimie et la langue française, c'est toujours en train de se. Ouais, mais là T'as des conceptions erronées par rapport à ça. C'est l'hydrogène de carbonate quoi, qui ça. réagit avec l'acide. Ouais, c'est ça. Enfin, le calcium à côté, quoi. Ouais. Souvent, c'est ensemble. Ouais. Et je te demandais justement s'il est dans la coquille d'œuf, en fait. Enfin, on dit que c'est le calcium qu'il y a dedans. Finalement, il n'y a pas l'ion qui nous intéresse. Oui, c'est vrai. Je me demandais si je pouvais mettre de la coquille. Ouais, tu peux en mettre. En fait, ça pourrait saturer si tu as un complexe géochimique, ça pourrait marcher, mais tu n'en as pas chez toi en plus. Tu avais un sol sableux, hein? Toi, tu avais du sable. Je crois, mais on avait quand même dit qu'il fallait que je rajoute De la chaux. Ouais. Ouais. Bah non, donc du coup, il n'y a pas de chaux dans la coquille d'œuf. Après, j'ai rien fait là. T'as rien fait? Ouais. Si, tu avais planté des trucs. Oui, j'ai planté, mais j'ai rien rajouté. Donc là, je me demande si. Ah mais ouais, c'est intéressant. Et du coup, le calcaire des carrières, c'est de la chaux? Non, mais en fait, on dit cholet, mais ça, c'est aussi un abus de langage. Tu mets pas vraiment de la chaux. Il y en a qui mettent vraiment de la chaux, mais c'est costaud. Il faut savoir le gérer. Ça, tu mets peut-être pas 500 kg hectare. La différence entre chaud vive et chaud éteint, non? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, en fait, cholet, c'est parce que c'est un vieux terme qui est utilisé depuis super longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que le cholage, c'est une pratique qui a été découverte sans les apports de la science chimique, qui se fait avant le développement de la chimie. Et ça, c'est fou. Dans mon fameux livre que j'ai parlé, parce qu'il est trop fragile, de 1700 et des brouettes, là, et ben, il y a des gens qui expliquent, qui mettent du plâtre. Ils appelaient ça le plâtrage aussi à un moment. En fait, selon la région où vous étiez et les termes techniques que vous utilisez dans le bâtiment, il y en avait qui disaient cholet, il y en avait qui disaient plâtré, il y en avait qui disaient marné, parce qu'ils utilisaient la marne. Mais du coup, le principe était le même, mais selon ce qu'ils avaient à disposition et leurs usages dans le bâtiment, ils utilisaient d'autres mots. Et ce qui est fou, c'est qu'ils avaient compris toute cette science chimique très 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 complexe quand même, que nous, qui est assez récente, hein, qu'on a compris les complexes, les machins, les ions, les machins. Et donc du coup, ils avaient compris tout ça en créant des connaissances par la pratique. Et ça, moi, c'est un truc qui me bluffe toujours, c'est comment ça, ils ont réussi à le comprendre. Parce que le reste, on arrive, mais ça, c'est vraiment hyper pointu. Alors quand ils en parlent avec leurs mots, mais c'est super, ils disent oui, quand on voit que la terre s'échauffe, machin. Et en fait, si on lit entre les lignes, on arrive à voir qu'ils avaient pressenti en fait la théorie microbienne des sols, sans leur plaquer, parce qu'ils n'avaient pas la théorie. Donc, de toute façon, mais ils avaient capté que il faut le mettre plutôt au printemps et tout ça, parce quand la terre elle s'échauffe, ils avaient compris tout ça. Et ça, c'est fou, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Et après, ils avaient vu en pratique que ça marchait. Ils avaient aussi remarqué qu'ils privilégiaient les endroits où il y avait de la mousse pour mettre la chaux, parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait peut-être un lien entre l'acidification, le développement de la mousse. Enfin, moi, je trouve ça bluffant, quoi, que des gens aient compris ça. Mais du coup, les apports, je veux dire, dans les magasins spécialisés, on voit souvent au niveau des rayonnages, il y a une multitude d'apports d'engrais aussi, si vous voulez. Et je veux dire, quelquefois, il y a des complexes déjà prédéterminés avec des compositions différentes. Ouais. Donc, il vaudrait mieux acheter le calcaire à part, la chaux à part. Non, pas forcément, ça dépend juste, il faut rien. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si ce que vous voulez faire, c'est apporter ça assez facilement maintenant que vous n'avez pas le temps, vous voyez un sac avec écrit ce qu'il y a dedans
ça vous convient en termes d'apport de nutriments, et en plus il y a la chaux dont vous avez besoin, pourquoi pas. Après là, le seul inconvénient, mais il faudrait voir comment le produit il a été fabriqué, séché, là, ça devient plus complexe, c'est est-ce que vous n'allez pas perdre votre chaux en cours de route. Oui, oui. Mais ça, vous le vérifiez en mettant de l'acide à un moment si vous avez un doute pendant la culture, parce que si vous avez un doute pendant la culture, que vous voyez par exemple vos fruits qui deviennent pourris en bas ou des choses comme ça qui sont parfois liées à un problème de base, et ben vous regardez, vous prenez un peu de terre au pied de vos plantes, vous mettez de l'acide, et si ça fait rien, et ben c'est peut-être que potentiellement en fait il y a tout qui est parti. Et là, rien ne vous empêche d'acheter du calcaire broyé assez finement et de remettre et d'arroser, et là la plante va réussir à se débrouiller. C'est pas quelque chose que vous pouvez gérer sur le fil, ça dépend juste de la mouture. Forcément si c'est gros, Oui, oui, ça dure plus longtemps. ça met plus longtemps à agir. C'est aussi simple que ça. Après voilà, faut pas avoir peur en fait de regarder et puis d'essayer de savoir. La calcaire ça bouillonne à l'acide, et ben une bouteille d'acide, moi j'en ai une depuis presque 5 ans, ça se vide pas vite, hein, si vous faites juste des petites gouttes, ça coûte pas cher et c'est hyper marrant à voir en plus quoi. Donc, bon bah merci pour tout, vraiment c'était cool, j'espère que ça vous a un peu plu quand même. Et puis, À table.